Et bonjour à tous, bienvenue sur The Builders Podcast. C'est Manu. Salut les amis, moi c'est Jérém et aujourd'hui on a un invité. Alexandre. Bon Alex, ça fait plaisir de t'avoir. Ça faisait un petit moment que, ça fait quoi, Et comment? une bonne année, je pense, que Ah je te ouais, travaille avec ça. carrément, ouais. Carrément. Et juste en préambule, avant de te donner la parole, parce après on parlera plus. C'est toi qui vas nous partager ton parcours. Alex, on se connaît du BTS. Ouais. Ça date. Oh là là. On était en BTS ensemble et depuis on a toujours gardé le contact. Et j'ai hâte que tu nous partages un peu tout ton parcours parce que Ouais. j'ai deux, trois anecdotes déjà en Poste BTS. BTS alors. Déjà en BTS, tu m'as annoncé ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est vrai. C'est bien ou Bah, pas? peut-être que je vais annoncer ce que je vais faire dans 10 ans là. Bon, voilà, l'idée c'est que tu nous partages ton parcours, donc que tu te présentes, que tu nous expliques un peu dans quel cadre tu as grandi, et puis après qu'on embraye sur vite fait les études et surtout l'entrepreneuriat. Parce que Avec tu as eu plaisir. pas mal d'expériences. Des hauts, des bas. Des bonnes, des moins bonnes. Voilà. Et c'est ça qui est Mais intéressant. toutes bonnes. Ouais, carrément. Allez, vas-y. Parole à toi la parole, pardon. Eh ben, enchanté. Tu veux que je commence par quoi? Par qui je suis peut-être? Donc, je m'appelle Alexandre Rakoto. J'ai 36 ans déjà. Et comme Manu l'a expliqué, ouais, je suis un entrepreneur passionné avant tout parce que j'adore ça, juste le fait de créer, d'entreprendre, de monter des entreprises. Alors qui marche, c'est mieux effectivement. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Phosphore. On est 4 associés fondateurs et 5 associés aujourd'hui. On a intégré nos équipes. On est une agence expérientielle. Alors, pour faire plus simple, on va créer des expériences interactives, immersives, des choses waouh avec des écrans géants, des hologrammes, voilà tout ce qui peut faire vibrer quand on se balade dans des magasins, quand on se balade à Disney ou au Futuroscope, quand on rentre dans des centres commerciaux. Voilà, ça peut être signé Phosphore grâce à de la technologie. C'est toi qui avais fait l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon ou pas? Alors pas encore parce qu'à cette époque j'étais avec Manu en salle de classe, donc non, malheureusement et heureusement parce que quand tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Mais effectivement on nous en parle très 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 souvent et on fait toujours référence à cet hologramme là. Donc ouais, c'était une prouesse, c'était une vraie prouesse à C'est vrai? l'époque. Ouais. J'avais même pas suivi cette histoire. Tu sais, Mélenchon, c'est le. Ouais, je vois qui c'est, le footballeur. Exact. Ok, top. T'as grandi dans quel cadre familial, parents, entrepreneurs, pas entrepreneurs, frères, sœurs? Je sais déjà, mais qu'on Ouais. puisse comprendre un petit peu comment t'en es arrivé jusqu'à Ouais, carrément. aimer autant l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une famille normale. J'ai 3 sœurs. Alors, j'ai 2 sœurs rapprochées. J'ai grandi avec 2 sœurs rapprochées. On a 2 ans d'écart avec mes 2 sœurs, enfin 2 ans à chaque fois. Et j'ai une petite sœur qui est arrivée quand j'avais 18 ans. Donc finalement, on est assez, on a une grande famille. J'ai 2 parents tout à fait normaux entre guillemets. Ma mère est institutrice et professeure des écoles, et mon père est un ouvrier qualifié. Donc on va dire pas d'origine entrepreneuriale de base, mais voilà, j'ai pas eu trop de difficultés à m'épanouir, sauf en cours, voilà, sauf l'école qui m'a très très rapidement euh, comment dire, pas ennuyé, mais c'est vrai que je trouvais vraiment pas ma place. J'ai fait un cursus scolaire assez traditionnel aussi, poussé par mes parents, du général. Donc j'ai fait un bac ES, donc économie et sociale à l'époque. Sauf que j'ai redoublé aussi une année parce que j'avais un comportement qui était pas forcément celui qui était attendu. Et très rapidement, en fait, je me suis dit, je vais travailler après les cours, après mon BTS, j'irai tout de suite travailler. Et après, pardon, mon bac, j'irai tout de suite travailler. Ce que j'ai fait. Donc, je me suis retrouvé dans la vie active. Et là, ça a été une claque de se dire, ok, non mais attends, c'est vraiment ça le travail. Ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je reprenne les études.
Et donc c'est comme ça en fait que je me suis remis à chercher une formation que j'ai trouvé donc le BTS, là où on s'est rencontrés. Yes. Et en fait là ça a été l'inverse, vraiment une découverte de la partie on va dire scolaire, des choses qui étaient intéressantes, qui m'intéressaient fortement, des professeurs qui étaient aussi intéressés par ce qu'ils nous enseignaient. Et c'était pas vraiment des professeurs parce que pour le coup c'était des intervenants. Mais aussi en parallèle, donc j'étais en alternance, une expérience professionnelle. Donc je travaillais, ce qui permettait aussi d'avoir un temps partagé et c'est plus du tout la même parce que tu arrives à gagner ta vie, bah, du coup tu es autonome, tu peux voilà faire un peu ce que tu veux, mais tu as aussi la théorie qui vient alimenter la pratique. Et donc là, j'ai vraiment pris goût aux études, contrairement à ce qui m'était destiné. Et c'est comme ça que j'ai poussé jusqu'au master 2. Ouais, bah, je sais pas, je pense que tu penses la même chose que moi, mais moi, un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie, c'était l'alternance. Ouais. Très clairement, le fait de pouvoir pratiquer, avoir des revenus, plus en plus de la théorie, Ouais. c'est quand même vachement intéressant. Et là, toi, t'as commencé chez Quick, et Ouais. après, t'as enchaîné sur le master. Exact. Alors en fait, j'ai surtout, en fait, dans ma folie et dans mon adolescence, je voulais vite être indépendant parce que j'en avais marre d'être chez mes parents, j'en avais marre d'être voilà cloisonné. Donc il a fallu que je travaille. Donc dès mes 17 ans, je suis allé chercher le premier job que j'ai trouvé, hein. J'ai ramassé des fruits dans les saisons et puis j'ai enchaîné avec un poste à McDo. Donc équipier à McDo. Mais c'était génial parce que j'avais quasiment 30 heures, j'avais un contrat de 30 heures et à côté j'avais les cours. Donc j'étais en terminale et c'est comme ça que j'ai fait ma dernière année avant le bac. Donc j'ai travaillé à McDo, je finissais les cours à 18h, à 19h j'enchaînais à McDo, je finissais à 1h, 2h du matin. Mais c'était incroyable. C'était une période hyper rush que je referai jamais, mais qui était juste incroyable parce que j'avais mon autonomie. Je suis parti de chez mes parents, j'ai pris mon premier appart et là je suis vraiment rentré dans la vraie vie. Mais j'ai tout de suite su aussi ce que je ne voulais pas faire plus tard. Et en fait cette expérience de McDo m'a ouvert les portes de l'alternance parce que en ayant eu cette expérience, j'ai pu faire mon alternance en BTS à Quick effectivement et cette fois-ci en tant que manager. Donc en alternance et là j'étais au Quick de la Pardieu, Le deuxième plus gros de France, hein, le deuxième plus gros de France après la Défense. C'était énorme, c'était un flux énorme. Alors j'avais quasiment 60 équipiers avec moi. Bah, j'avais quasiment le même âge que mes équipes, c'était aussi incroyable. Mais par contre une formation hallucinante. Parce que là, on parle de quoi? 19, 20 piges? 20 piges, on avait à peu près. Bah, du coup, j'ai eu mon bac à 19, je crois, parce que j'ai redoublé. Donc, ouais, BTS, 20 ans, 21 21. Et j'ai travaillé un an. Donc, j'ai attaqué mon BTS à 20 ans. Ouais. 20 ans manager et 60 équipiers à manager. Exactement, ouais. Bon, on était plusieurs managers. 6 managers, mais t'as quand même, 10 équipiers par manager. Mais surtout, la gestion des hommes, la gestion des flux, la gestion des stocks, c'est ça qui a été déjà, tu commences à vraiment comprendre le fonctionnement de l'entreprise. À McDo, je travaillais, je mangeais. Après, j'avais pris même énormément de poids. Quick, par contre, j'en ai perdu parce que là, c'est un autre rythme. Et ouais, vraie belle découverte. Top. Et après, du coup, la licence, t'es parti de chez une boîte de com, hein. Ouais, exact. D'ailleurs, pour la petite anecdote, t'avais été meilleur que moi. Tu vois ça? L'entretien? Ouais. Ah, c'était celui-là. Ok. Attends, c'est quoi la boîte? Bah, Publicense. Ouais, Publicense. Ben, j'avais passé un entretien là-bas et on l'a su après. Mais c'est toi qui les avais sélectionnés. Ok. Voilà. Tu vois, comme quoi. Et là, c'est la très belle expérience. Ouais, l'expérience. Bah, en fait, alors, ouais, putain. Comme dans les ascenseurs, ouais. Donc, du coup, je finis mon BTS. Et là, je me dis, je peux pas m'arrêter là parce que c'est génial. Et puis, comme j'ai un projet en tête, bah, effectivement, on en parlait pendant le BTS. Je veux monter mon entreprise. Je sais pas encore trop quoi, mais j'ai pas mal d'idées. Mais il faut que j'aille plus loin. Donc, et là, pour ça, je me suis dit, mon objectif, c'était jusqu'au master. Comme ça, si jamais, bah, je me plante sur mon lancement, bah, au pire, j'aurai une roue de secours et je pourrais trouver un travail, etc. Et donc effectivement, ben on va à l'IFAG.
Ouais. On enchaîne avec l'IFAG. L'IFAG, école de commerce, voilà, assez basique. Bon, c'est une bonne école. Ouais, C'est pas le même Lyon, c'est mais pas le hub, c'est une école de commerce. Ouais, ça c'est reste. quand même qualifié. De toute façon, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit, une école de commerce, c'est ton diplôme. C'est avec ce que t'en feras et comment tu le fais. Ah oui, oui, Voilà, oui. c'est ça qui fait. C'est pas tant l'école qui va te faire plus tard, quoi. Et et donc je trouve cette alternance effectivement dans une boîte de publicité un peu en last minute aussi parce que j'avais cherché, je crois d'abord dans l'immobilier. J'avais Ok. cherché un petit peu dans l'immobilier, j'ai rien trouvé. Et puis j'ai eu cette occasion de passer un entretien dans. Alors non, même j'ai fait un entretien dans une boîte de pub avec une personne que je côtoie encore aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a refusé à l'époque. Petit clin d'œil à Guillaume Guttard, tu dois connaître, qui m'avait dit non. Voilà, il m'a dit bah écoute, t'as pas assez d'expérience. J'ai quelqu'un qui a déjà vendu de la pub, donc. Mais par contre, il m'a recommandé. Et là, il m'a envoyé chez un ami à lui. Et à cette époque-là, ben, il faisait de la publicité dans les ascenseurs. Je sais plus si ça existe encore, je crois. Mais on était le premier concept. Le premier concept à avoir ces petits écriteaux dans les ascenseurs. Et effectivement, dans un ascenseur, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un moment de malaise incroyable. Et ils ont réussi à surfer sur ce moment d'attention qui était unique. Donc assez facile à vendre. En vrai, tu vas voir des annonceurs, tu leur expliques que la seule chose que tu vas regarder dans un ascenseur, c'est leur pub. Et vraiment, ouais, ça a été. Et donc là, rebelote, une expérience assez incroyable parce que petite agence, moi je suis arrivé, j'étais le premier salarié, ils étaient deux associés, deux amis, ils ont monté le truc. Première arrivée, et puis après il y a eu une deuxième, une troisième personne. Donc j'ai connu tout de suite le début de la petite entreprise. Et là, ça m'a fait encore plus rêver. Parce que là, je me voyais à la place de mes boss qui, à l'époque, avaient 33. Moi, j'avais 23, 24 ans. Et je me dis, putain, je veux absolument faire ça. Je veux ça, je veux une agence, je veux un truc. Ouais, ça m'a fait rêver. Et puis, Ça, tu l'avais déjà en tête, d'entreprendre, oui, mais de monter une agence ou parce que pour revenir sur ce que je disais, je voulais en parler plus tard, mais je vais là. Déjà en BTS, je sais pas si tu te souviens, donc la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent pas, c'est à Lyon, c'est une grande tour dans laquelle il y a énormément, enfin, c'est un centre commercial en fait, il y a énormément de magasins. Et tu me disais, un jour, je montrais, ça m'avait marqué, je montrais, on communique, ouais, je on vois communiquera, il y aura de la communication, mais on pourra passer à travers, en fait, ce sera des dans hologrammes. les airs, des hologrammes, mais et là, on communiquera, il y aura des boîtes qui paieront pour faire passer leur pub, et les gens passeront à travers. Alors là, c'est pas exactement, enfin, c'est pas, t'as pas fait ça à la part du, enfin, Non. pas encore, Non, mais mais par c'est contre, vrai. c'est un truc de ouf, parce C'est que le incroyable. concept, c'est exactement ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Il y a eu la Part-Dieu et le toit de la Part-Dieu, mais même, je me souviens effectivement, le point de départ, c'était le tunnel sous Fourvière. Tu sais, c'était Ouais, quand ouais. tu passais sous le tunnel, les bouchons tout le temps, les gens, ils passaient des heures dans leur voiture à attendre. Et en fait, tu as ces deux tours-là pour rentrer sous le tunnel, de chaque côté, où il se passe rien. Et il y a rien, absolument rien sur ce bâtiment-là. Et là, je me suis dit, putain, t'imagines, tu fais flotter un truc au-dessus, une pub, un logo Coca, un truc, mais les gens, mais franchement, tu restes les 10 minutes sur cette portion et tu regardes le truc, quoi. Et effectivement, je voulais un truc qui flotte, un truc de dingue, et je connaissais rien à tout ça. Surtout, on parle de ça, on est en 2008 et 2010, Ouais. le BTS. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, tu vois, Mélenchon était dans ces eaux-là, hein. Je crois que c'était 2017. c'est ça? Mélenchon. Ah ouais, je sais pas. Non, je crois que c'était plus tard, Mélenchon. Il me semble que l'hologramme, c'était 2017. Ah, c'était après. Ah ouais, bon, on était bien avant, alors, tu vois. Ça, j'aurais pu lancer la boîte à ce moment-là. Grave. Ça va surfer sur Mélenchon. Il aurait surfé sur nous. Mais ouais, du coup, ouais, c'était exactement le point de départ. Alors, ça a fait, peut-être que c'est resté au fond de ma tête un petit moment, et puis, mais c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on fait des hologrammes, on fait des choses comme ça, et peut-être qu'il y a effectivement un lien. Ouais, un truc, moi, ça m'avait marqué quand tu as monté la boîte, hein, ce que tu fais aujourd'hui. Je Ouais. m'étais dit, putain, il m'en avait parlé il y a C'est incroyable. 10 piges, quoi, 15 piges. Ça, c'est dingue. Donc, ouais, là, donc, expérience 3 ans, tu restes chez Publicence? Donc 3 ans, 3 ans ouais, de- licence, master 1, master 2. Je termine mon master 2, je propose à mon boss de m'associer avec lui. À la sortie de mon alternance, je lui dis, écoute, je pense qu'on peut faire un truc de dingue.
ton réseau, il est vieillissant, il y a que des affiches, voilà, c'est un peu archaïque. Je te propose de transformer tout ton parc et on met des écrans de partout. On met des écrans, on pilote les écrans à distance, on crée une plateforme et tout. Enfin bref, je me fais un mini business plan. J'arrive, je lui dis voilà ce qu'on fait. Par contre, effectivement, c'est un investissement parce que tu passes je crois il y avait 400 ou 500 ascenseurs à 500 écrans. Ouais. Mais tu t'affranchis de la logistique, tu mets plus d'annonceurs parce que quand tu as mis un papier pendant une semaine, c'est le même papier. Là, tu peux faire des roulements et ça. Enfin, bref, je monte un business model et je lui dis voilà, dans tous les cas, c'est soit je reste et on développe ça, bah soit je m'en vais et puis voilà. Et bah du coup, il me dit non. Ah ouais. Donc bah le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire au final, parce que ça m'a permis de me lancer de mon côté. Donc bah ouais, parce qu'en fait, il y avait quand même un risque financier. Toi, Ouais. il fallait quand même investir. Je peux comprendre qu'au bout de eux, je sais plus combien ça faisait tout le temps qu'ils avaient, enfin peut-être que ça devait faire 5 ou 6 ans qu'ils avaient lancé la boîte. Et tu te dis reprendre un risque, tu vois, faire un pivot, c'est Ouais. une vraie stratégie quand même. Donc je pense qu'ils étaient pas prêts. Et puis surtout que techniquement, on était moins à l'aise à l'époque que maintenant. Parce que je sais pas si tous les ascenseurs étaient connectés en 3G ou en 4G pour pouvoir recevoir les données pour les vidéos et tout. C'était peut-être une autre logistique que ce qui... Effectivement, alors il y avait beaucoup de problématiques, l'alimentation, le fait que ce soit des cages, donc mais en fait à chaque fois j'avais un peu une solution, tu vois, parce que le message doit pas être connecté 24/24, c'était que par boucle, donc il suffisait de choper le signal à un moment donné, tu remettais à jour. Il y a il y avait des contraintes, mais le modèle économique était explosif en fait. Donc du coup, tu pouvais pallier assez facilement à ces contraintes, en tout cas dans ma vision. Euh, et c'est un peu toujours ce qui m'a permis de me lancer aujourd'hui, c'est que des fois j'ai une vision un peu superficielle et je mets de côté le risque. Tu vois. À l'inverse, je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent d'abord le risque et du coup qui sont freinés. Moi, je préfère vraiment être focus sur voilà la valeur ajoutée, ce qui va faire que. Et je pense que ça, c'est aussi un mindset que j'ai avec mes associés qui fait que enfin voilà, tu te différencies vraiment de ceux qui se lancent déjà d'une part et ceux qui n'ont pas vraiment peur du risque. Ouais. Là, tu sors de. Donc, tu as ton master, Ouais. à la Alors, différence de j'avais moi. pas haut la main. Ah, mais tu l'as au moins. C'est vrai que je t'ai cherché à un moment donné. Je te voyais plus aux soirées, je te voyais. J'ai fait 4 mois, moi, donc Ouais. voilà. À mon Euh, plus grand regret, hein, je le dis parce que. ouais, on a- Après, aux soirées, tu pouvais peut-être le voir, hein, parce que ça, c'était pas impossible qu'il vienne, mais... Alors, il a fait 4 mois de cours, mais 2 ans de soirée. Il s'était trompé juste d'emploi du temps. Il avait l'emploi du temps de la nuit, mais Ah, la directrice, elle n'avait pas aimé me voir plus en soirée que. ouais. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, tu as ton master et t'enchaînes après direct sur le. Bah, tu te lances en fait. Donc, Alors, j'ai mon master. Alors, pas haut la main du tout, parce qu'encore une fois, j'ai essayé d'être le plus, voilà. En fait, j'ai toujours un peu j'ai toujours eu un peu cette, je me donnais pas à fond, tu vois, parce que bon, ouais, oui, je pense que j'avais pas non plus les capacités intellectuelles d'aller chercher des mentions, mais j'essayais toujours de faire vraiment la moyenne, tu vois, d'être bon, à peu près équilibré un peu partout. Il y a des matières, je galérais, mais vraiment, tu vois, la finance et tout, c'était un truc, mais horrible. Avec Pardou, les tableaux de bord, les machins, les bilans, les trucs, c'était un truc, mais pouah. Et et donc j'ai mon master. Je suis extrêmement soulagé de l'avoir quand même, je le dis. Et là, je rencontre aussi bah, ma oui. conjointe. Et donc du coup, on décide de partir à l'étranger. Donc à la sortie des études, on se dit ben, on part au moins 1 an découvrir l'étranger et puis on reviendra, on aura le temps de se poser. Donc tout s'enchaîne en fait. Je quitte mon alternance, j'ai mon master. On passe l'été, septembre, on décide de partir à Liverpool et hop, on part s'installer à Liverpool. Mais ça se fait pas au mois de septembre, ça se fait plutôt au mois d'octobre. Et en fait, au mois de septembre, on a une opportunité. Je m'installe. Alors oui, je précise aussi parce que la position géographique va avoir beaucoup d'importance dans mon parcours. Je quitte Lyon, je suis lyonnais d'origine. Je rencontre Estelle, donc ma conjointe, et en fait,
on délocalise et je la suis dans son Jura. Elle est originaire du Jura. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les montagnes proches De la Suisse. la Suisse. Je rigole, mais à l'époque, quand elle m'avait parlé du Jura, je savais pas où c'était. C'est incroyable, mais Le citadin. ah ouais, c'était. Mais aujourd'hui, c'est une région qui est incroyable. On pourra faire une parenthèse si vous voulez après. Donc du coup, je la suis dans le Jura. Sauf que moi, je passe d'une ville avec quelques millions d'habitants, quelques centaines de milliers de personnes, voilà, à clairement un village de 300 personnes. Et là, quand même, je prends une claque. Mais dans cette région, dans cette zone du Jura, il y a quand même énormément d'activités industrielles, notamment. Donc, avec un décalage par rapport à la ville. Et je parle de ça il y a 15 ans quand même. Il y a plus de 10 ans, il y a quand même un décalage. Et moi, j'ai une certaine affinité avec le digital. Je commence à avoir pas mal de repères. Je suis très curieux. Enfin, je teste beaucoup de trucs. Et là, j'ai un client. Enfin, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, mais tu saurais faire un site internet? Et là, je remets le contexte. Hein, c'était il y a 15 ans. Je dis, bah ouais, je pense, ça va pas être très compliqué, honnêtement, pourquoi pas. Il me dit, écoute, je suis en galère, il me faut absolument un site internet. C'est un lunetier. Alors c'est pas un lunetier, c'est un fabricant d'accessoires pour les lunetiers. Donc il fabrique des grandes valises, des tiroirs, des choses pour les opticiens et pour les lunetiers. Et donc il me montre son site, effectivement, un truc horrible. Et là, je lui ai dit, bon, ok, je prends le défi, je prends le projet. Et en fait, en parallèle de ça, on a aussi des demandes pour faire des logos. Okay. Bon, on a des amis qui se lancent et qui nous disent, Estelle, elle a de la sensibilité graphique, elle est très créative, elle manie bien, elle a beaucoup d'idées. Et du coup, on nous dit, ouais, ben, tu saurais faire un logo? Bah, ouais, pourquoi pas, ok. Et en fait, en un mois, on crée une agence de com. Alors, on lance une agence de com. Ça, septembre, avant de partir. Ouais, juste avant de partir. Août-septembre, tu vois, les projets commencent à arriver comme ça, mais de façon très opportuniste, tu vois. Il faut dire que pendant la dernière année de nos études, on a fait aussi des montages. On a été challengé à l'IFAG pour faire de la présentation très rapide, pour faire des montages de projets rapidement, pour faire de la vidéo, de la communication, des trucs comme ça. Donc en fait, tu manipules énormément d'outils et très rapidement, tu prends des réflexes, tu vois. Et donc à un moment donné, ben il faut faire une vidéo pour l'entreprise, machin, pour le truc. Et puis tu vois, le bouche à oreille fait que, mais attends, vous pourriez faire autre chose. Vous pourriez nous faire un logo, vous pourriez nous faire un site internet, machin. Bon, du coup, on prend ces projets-là, mais on garde le projet de Liverpool. Et donc on part finalement au mois d'octobre à Liverpool avec 4 ou 5 projets dans la valise. Un site internet, des logos, des plaquettes, des trucs comme ça, mais on ne sait absolument rien faire. Je rappelle. Mais par contre, on a un potentiel de chiffre d'affaires. D'accord? Donc, on sait que, en ayant ça, ça va nous générer X chiffre d'affaires et ça va nous permettre de tenir peut-être 3 ou 4 mois en fonction de ce qu'on trouvera là-haut. Enfin, à Liverpool. Et enfin, bref. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on lance l'agence, malgré nous, qui durera quand même 3 ans. Pendant 3 ans, on va refaire toute la stratégie de communication de la plupart des entreprises locales. Mais assez facile parce qu'en fait, ils partent de rien. Et là, tu en viens à créer un nom de domaine, stratégiquement à créer du référencement, donc à des sites internet, de la visibilité, etc. Et là, je me forme de from scratch le site du zéro qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été mon mentor pendant des mois et des mois. Mais voilà, et en fait, par des recherches internet, de la formation, des tutos, il y avait des tutos dans tous les sens. Moi, je suis reconnaissant des mecs qui font des tutos. Et franchement, c'est un truc de malade. C'est une communauté de tutos depuis que YouTube existe. Franchement, c'est passionné qui prennent le temps de te dire comment faire un truc. Oh, c'est hallucinant. Donc, voilà, je remercie la communauté des tutos. Ouais, mais là, le décalage dont tu parlais, c'est entre, tu veux dire justement au niveau de communication, notamment entre Lyon, par exemple, et le Jura, où tu sentais qu'il y avait un décalage et que les entreprises locales n'étaient pas forcément à la page au niveau de la com. Exact. Il y avait un gros manque et puis il y avait aucune offre. Ouais. En fait, il y avait
personne capable de proposer une offre digitale, une offre de communication, et du print, tu vois, des choses basiques. Faire des cartes de visite, il y avait personne. Ok. T'avais un imprimeur, t'avais un imprimeur local, mais c'était pas son métier. Lui, son métier, c'était de faire des enseignes, c'était de faire de la signalétique, Mm. et puis de faire des sites internet hors de question, de faire des cartes de visite, des plaquettes hors de question. Donc en fait, on a pris ce petit marché local, et en fait, le bouche à oreille a ramené un autre client. Tu livres un projet qui ramène un autre projet, etc., etc. Et en fait, on est arrivé à Liverpool. On s'est installé et en fait, on a travaillé en distanciel et en fait, on a créé le télétravail. Mais c'est bête, mais en fait, on a fait ça. On a travaillé à des milliers de kilomètres Ouais. de là-haut parce qu'en fait, il y avait besoin de rien d'autre. Il suffisait de s'appeler, d'échanger des mails. Donc, tu vois, on a vécu le télétravail quasiment 10 ans avant le Covid. Ouais. Et là, tu disais ça a duré 3 ans, mais pendant ces 3 ans, vous êtes resté combien de temps à Liverpool déjà? On est resté 1 an. Un an? Ok. Et ça, cette expérience-là, ça vous a apporté quoi, Liverpool? Alors, Au niveau de l'entrepreneuriat, tu penses que ça... Alors, absolument rien dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on avait l'agence qui était lancée, donc on Ouais. bossait en fait. Un peu déçu aussi parce qu'en fait, on a été pris dans l'engrenage de cette agence et on s'est pas mis en immersion totale. Ouais. Ouais, il aurait fallu qu'on travaille localement avec. Donc bon, on a profité, on a voyagé, on a parcouru l'Angleterre, on a travaillé en parallèle et puis après on est redescendu. Sauf que rapidement, alors il y a un autre truc aussi, c'est que je me lasse assez vite. Je peux me lasser très très vite. Tu vois. Donc l'agence, à un moment donné, ça commençait vraiment bah c'était toujours pareil en fait. Ok, un nouveau site, un nouveau client, c'était un nouveau site, un nouveau logo, une nouvelle plaquette, et c'était toujours pareil. Et donc j'avais besoin d'être stimulé un peu autrement, et j'ai commencé à mettre en place ma première vraie expérience, enfin en tout cas ma deuxième expérience entrepreneuriale, mais mon premier concept, vraiment parti de zéro avec un truc où je ne m'attendais pas à ce que ça allait être comme galère. Donc, Tu parles de quoi? de Common Car. Ouais. Yes. Vas-y, Et, explique. Explique comment devient l'idée, ce que tu as mis en place, les galères que tu as rencontrées. Ça, c'était en parallèle de l'agence en plus. ouais, parce qu'en fait l'agence, finalement l'agence tournait quand même plutôt bien, elle nous rémunérait. Comment Ouais. c'était quoi vos canaux d'acquisition après? Sur l'agence, C'était que du bouche à oreille? ouais, Vous que avez... du bouche à oreille. Ouais, parce qu'en fait, Estelle aussi avait un très gros réseau local avec toutes les entreprises, etc. Donc c'était assez facile. Tu sais, quand tu connais une poignée d'entrepreneurs et de dirigeants, après tu fais du bon boulot, c'est explosif. Donc non, pas de stratégie d'acquisition ou autre. Là, c'était vraiment ça venait et puis c'était génial. Et comme Car, là, t'as l'idée à Liverpool ou t'as l'idée en rentrant de Liverpool? J'ai l'idée. Alors honnêtement, j'ai l'idée en sortant des cours, en sortant de l'IFAC. Ok. Mais une idée qui me paraît sur le papier cool, mais pas viable. En fait, le principe. Explique, ouais, parce que Alors, moi, je trouve ça très bon. le principe, il est assez simple. C'est que vous avez un véhicule en tant que particulier, vous mettez à disposition la carrosserie à des annonceurs. Donc des annonceurs, c'est des marques qui vont communiquer, qui vont imprimer de la publicité, qu'ils vont mettre sur votre voiture, et en contrepartie, ils vont vous donner de l'argent. Voilà. Donc pour faire simple, j'ai une voiture, je dois arrondir mes fins de mois, je mets de la publicité dessus et je vais gagner 50, 100, 300, 500 euros par mois pour payer mon essence, mon assurance, etc., etc. Donc c'est un principe qui est ultra collaboratif et qui sur le papier est génial parce qu'au final, voilà, c'est cet écosystème qui va faire que tu rentres dans ces premiers concepts collaboratifs. Mais je regarde un petit peu sur le web, je vois qu'il y a des boîtes qui ont essayé de se lancer. Il y en a une qui fonctionne plutôt bien, qui est sur Paris. Alors, je pensais qu'elle fonctionnait plutôt bien, mais finalement pas tant que ça parce qu'elle a fermé aussi. Mais il y avait des preuves d'intérêt. Il y avait voilà, ça fonctionnait par-ci, il y avait des flottes de 50 véhicules par là, il y avait 10 véhicules par là, etc. Mais rien de concret. Sauf une grosse agence qui faisait ça sur les taxis.
qui s'appelle Quadriplay d'ailleurs, qui existe toujours. Et donc le même principe, je floque des flottes de taxis et je mets de la publicité pour des agences de voyage. Et là, Paris, taux de visibilité énorme. Donc je me dis, ok, c'est fort. Il y a un marché, c'est certain. C'est juste qu'ils ont peut-être pas craqué le bon truc avec les particuliers. Et en fait, ça me travaille pendant un an. Pendant un an, et puis tu vois, je me fais des coups de speed d'un coup, bam. Je me note des idées, je couche sur papier vraiment pas le concept, mais des idées. Ouais. Et là, au bout d'un an, j'ai une révélation. Je sais pas ce qui se passe, j'embrique le truc, et là, je me dis, ok, c'est bon. J'ai l'idée. J'ai vraiment l'idée du siècle, et je vais révolutionner cet écosystème. Alors, pour la faire simple, j'ajoute une nouvelle brique dans ce concept de publicité sur voiture. Et d'ailleurs, j'ai appelé ça le premier réseau de concept de publicité connectée ou un truc comme ça, géolocalisé et connecté. Et là, je décide de connecter le concept. C'est-à-dire que je vais utiliser de la data, des outils digitaux pour améliorer et augmenter en fait la valorisation du concept. Et comment ça marche? C'est que j'ai des annonceurs des marques d'un côté, des automobilistes de l'autre, et un troisième écosystème, ce sont des partenaires de l'écosystème automobile. Donc des assureurs, des personnes qui font le contrôle technique, des stations essence, tout ce qui touche au monde de l'automobile. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais équiper chaque véhicule de particulier d'un petit boîtier géolocalisé que tu branches sur la prise OBD du véhicule, qui va à la fois te remonter la position GPS du véhicule, mais qui va aussi te remonter tout un tas de data, tout un tas d'informations, la consommation, la vitesse, les trajets, etc., etc. Bref, les freinages, les distances, etc. Et donc, en fait, j'agrémente ça d'un contrôle. Quand on vient poser la publicité sur le véhicule, on contrôle l'état des pneus, on contrôle la vignette d'assurance, la vignette du contrôle technique, la carrosserie. Bref, j'ai des centaines de data qui remontent sur une plateforme pour chaque véhicule. Mais là, une mine d'or. Parce que du coup, cette data, je peux la redistribuer aux partenaires. Donc, par exemple, un assureur sait que j'ai une flotte d'automobilistes qui vont devoir changer d'assurance à X date. Que j'ai une flotte d'automobilistes qui ont des pneus qui sont bientôt usés, on va pouvoir pousser des offres. Et de l'autre côté annonceur, je pousse de l'information géolocalisée en temps réel. C'est-à-dire qu'ils savent exactement où passe leur véhicule, à quel endroit et comment. Et en plus de ça, tu peux interagir en live. C'est-à-dire que tu peux incentiver, on va dire, les automobilistes en leur disant, bah, si tu veux gagner 2-3 euros de plus dans cette campagne, va faire un tour sur la place Bellecour. Et là, tu as des dizaines de véhicules qui tournent autour de la place Bellecour. Ouais, parce que juste pour un annonceur, en fait, ce qui est compliqué dans la com, c'est que tu as toujours du mal à traquer l'audience. Et en fait, là, de par la géolocalisation et le trajet des véhicules, toi, tu avais vraiment un traquage, en fait. Ouais. Tu savais exactement où il passait, donc tu pouvais dire à l'annonceur, bah lui, il va tourner dans le 6e arrondissement de Lyon, par exemple. En temps réel. En temps réel. Ouais. En temps réel, donc post-campagne et en temps réel. Ouais, et ça, c'est énorme. Et ça, c'était de l'or parce que côté annonceur, quand tu mets exactement comme tu dis, tu fais de la campagne d'affichage traditionnelle, tu estimes ton audience, ton ODV, occasion d'être vu ou occasion d'être voir. Et là, l'objectif, c'était d'être ultra précis, en temps réel, connecté à des API, en temps réel, parce que j'avais des API connectés aux stations de métro, connectés au trafic, connectés à la météo, mais un truc de malade. Mais vraiment, j'étais accro à mon projet. Bon, peut-être que vu de loin, c'est pas si dingue, mais à l'époque, il me paraissait incroyable. Et surtout que toute cette data-là, t'imagines bien que c'est la matière première aussi de tous les Midas, les Noroto, les feux verts et compagnie qui attendent que ça en fait. Donc en fait, tu crées un écosystème où en fait l'automobiliste était central, on lui a offert tout un panel de services et en plus de ça, bah, il faisait profiter tout l'écosystème. Donc là, on avait un vrai écosystème collaboratif, je dirais pas circulaire, mais on avait quand même vraiment des flux qui profitaient à tout le monde. Voilà, donc je lance ce super projet. C'est quoi là? Donc, quand tu dis lancer en termes d'investissement, en temps, toi, tu faisais quoi?
Je sais pas si tu es ouvert à parler d'argent, ce que tu as investi, ce que tu as sous-traité à un moment à l'étranger, Ouais, le dev. ouais, Parle-nous un peu de tout ça, des difficultés parce qu'au départ, tu floquais, ouais, tu ouais, gérais la com, tu tout. floquais, Ouais. vas-y, explique-nous tout ça parce que c'est Alors, important aussi c'est très juste. En fait, le jour où je décide d'officialiser ça, je prépare mon pitch, je prépare mon deck, je prépare la totalité de toute ma matière première pour aller chercher déjà des fonds. D'accord? Donc, euh, peut-être que la première erreur que j'ai commise, c'est de passer énormément de temps à vendre mon concept parce que on était dans cette tendance de levée de fonds. Il y avait énormément de levée de fonds, il y avait énormément il y avait j'ai eu un petit la deuxième erreur, c'est que j'ai été tout seul à faire ce démarchage, cette prospection, cette évangélisation autour du projet. Et donc, j'ai cramé énormément d'énergie. le directeur dû t'associer. Ouais, en fait, il faut seul, tu te rends compte que c'est jamais possible. Donc, bref, je me lance quand même, convaincu, vraiment convaincu de mon projet. Je sais que ça va marcher. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça plaît à tout le monde. Je suis allé voir des annonceurs, ça plaît. Je suis allé voir des automobilistes, ça plaît. Et les partenaires, ça plaît. Mhm. En fait, qu'est-ce qui manque? Bah, juste le lancement, quoi. Le fait que donc donc je démarche un maximum d'acteurs locaux, institutionnels. Je vais voir la BPI, je vais voir la French Tech, je vais voir les banques. J'essaie de voilà de mettre tout ça en place. Je mets l'investissement personnel. Donc Ouais. on parle de financier. Je crois que j'ai mis quasiment 25-30 000 balles Ok. sur la table à minima la première année. Et je parle de cash investi dans l'investissement de la plateforme parce que c'était l'application qui coûtait C'est cher, la ça. plateforme. C'est le dev. C'est le dev vraiment du projet, ouais. Ouais, ouais. Mais je parle pas de montant. Mhm. Je parle pas du tout de montant qui est là pour le coup, je pense, le triple, voire le quadruple. Je peux même pas imaginer. Euh, et donc, je me rends compte très très rapidement. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je suis une agence digitale aussi, donc on crée énormément d'applicatifs et de solutions. Cette solution là aujourd'hui, je pourrais la développer sans problème. Mais je me rends compte aussi de ce que ça coûterait ou ce que ça aurait coûté. Et je suis allé voir des bureaux, enfin en tout cas des agences en France. Et là, je déplane. Ah ouais. 80 000, 100 000, 200 000 pour certaines. Et je me dis, mais c'est pas possible. Sachant que t'as pas levé. Sachant que j'ai pas levé, sachant que je n'ai qu'une idée pour l'instant. Donc, va lever 1 million sur une idée, c'est possible, mais on te prend 80% de ton capital. Et puis, donc, je me dis, waouh, c'est bon, pas possible. Bon, je continue, je me démonte pas. Je lâche pas le truc, j'y crois tellement, j'y vais. Et là, je trouve des développeurs à l'étranger, au Vietnam. C'était il y a 10 ans. Le business dev était français. Donc là, j'étais rassuré, mais vraiment rassuré. Donc on échange, je lui présente le projet, ok. Je lui envoie le cahier des charges. Alors bien sûr qu'aujourd'hui c'est moins cool de procéder comme ça, mais tout le travail que les agences avaient fait en France, le cahier des charges et tout, bah j'ai un peu condensé tout ça, j'ai remonté mon cahier des charges et je lui ai envoyé. Bon, je faisais avec les moyens du bord à l'époque. Et là, une semaine plus tard, il m'envoie son chiffrage. C'est le matin de Noël, les gars. Vous imaginez, je reçois le mail, je vois devis, et là, je prie pour que ce soit accessible. Parce que c'est l'étape de ma vie. Je clique sur le mail, j'ouvre le devis. Forcément, je vais en bas. Tu cherches même pas, lui, il a dû passer des heures à faire les lignes. Je vais vers haut. Ah ouais. Bon, Bichette, je vais en bas de la 3e ou 4e page. Et là, je vois 18 000 $. Au lieu de 80. Au lieu de 200. 200, ouais. Alors dans ma tête, je me dis, ok, je savais que le Vietnam c'était pas cher, mais alors là, c'est pas cher. Je pense qu'il y a un problème. Donc là, tu vois, bon bah tu fais le sens inverse, tu remontes. Donc je remonte le devis, bah, là, je regarde. Et puis en fait, je passe 1 heure à essayer de décortiquer le truc, à essayer de comprendre. 18 000 $. Mais vraiment 18 000 $. Donc
Je me démonte pas et je fais le mec, ouais, ok, bon, je fais un call. Il m'explique, je fais ouais, c'est vrai que $18 000, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails, tu vois? Il m'explique. Non, mais le mec, il m'explique brique par brique, étape par étape, les temps hommes, les temps. Franchement, ça tenait la route, mais vraiment hallucinant. Ok, bon, je prends quand même 2-3 semaines de réflexion. Je me dis, allez, je regarde les avis sur Internet. Évidemment, il y en a aucun, ou alors il y en a 10 et puis c'est tous les employés qui ont mis les avis. Bon. Mais ils ont quand même des réalisations clients. Je vais voir les réalisations, je regarde un peu les plateformes, je regarde dans le code source parce que j'ai aussi un peu de notion. Et c'est là où en fait je dis que tout ce que j'avais appris sur l'agence de com, en fait ça, au fil du temps, et même encore aujourd'hui, le fait d'avoir appris à développer un site, quand mes devs me posent des questions ou je leur pose des questions, on parle d'un truc, il y a des trucs, j'ai des basiques qui sont là. Bien sûr. Et ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Et même eux, ils se disent, mais attends, c'est mon job et tout. Je fais, non, mais attends, j'ai développé sous HTML, sous CSS, sous machin, j'ai fait des trucs, j'ai monté les scripts. Quoi? Ouais, bon. Et bref, et ça, tu vois, ça change tout. Tu sais de quoi il te parle et tu sais aussi s'il te la prend en anglais. Exactement. C'est important. Exactement. Et là, ça prend tout son sens avec la team du Vietnam. Donc là, je demande à être l'interface chef de projet des équipes de dev. Je lui dis, c'est ma seule condition, c'est que je veux faire des points hebdomadaires. Alors là, tu laisses imaginer le décalage horaire et tout. Donc, je veux faire des points hebdomadaires avec les équipes chaque semaine pour suivre l'avancée, les mises en production, etc., etc. OK. Allez, je valide. Je lance le truc. Je pose un acompte, 50%. Ça fait mal, mais c'est bon, c'est concret, tu vois. Ça y est, je peux dire que j'ai lancé mon projet, tu vois, dans l'ADN d'un entrepreneur, enfin, dans le quotidien d'un entrepreneur, tu te rends compte ça y est, t'as passé le cap. Ça y est, t'entreprends, tu vois. Ouais. C'est plus une idée, t'as posé le truc. Bon. Les 6 premiers mois se passent merveilleusement bien. Vraiment, les équipes sont plutôt bien, malgré le décalage horaire. Et je me souviendrai que, du coup, l'agence de communication, j'arrive à l'été. Je lance le projet à début de l'été. On part en vacances. En vacances, j'étais à 5 heures du plomb levé pour faire les briefings avec les équipes parce qu'il y avait le décalage horaire. Donc, je devais regarder tout ce qu'ils avaient produit la veille. Ensuite, je refaisais un débrief. Eux, c'était midi, truc comme ça. Et ils bossaient jusqu'à 18 heures. C'était 11 heures chez nous. Enfin, voilà, dans ces eaux-là. Mais bon, c'était un moment assez dingue. Et au bout de 6 mois, je dois recevoir le MPV, le premier élément du projet, tu vois, ils me le mettent en ligne, je peux le tester et tout. Ouais. Je rentre pas dans les détails parce qu'il y avait des boîtiers connectés, il fallait trouver des boîtiers GPS que tu mettais, il fallait vérifier que les datas remontaient, sauf que tu étais sur de la data France et Europe, donc tu avais des SIM spécifiques qui ne traversaient pas les serveurs au Vietnam. Donc en fait, eux, quand une remontée d'informations, je prenais ma voiture, je mettais 10 boîtiers dans la voiture et je faisais des tours comme ça. J'étais au téléphone avec eux en visio. Vous voyez mon point de géolocalisation, vous voyez où je suis? Non, je vois rien. Je suis putain, c'est pas possible. J'agitais les boîtiers comme ça et tout. Non mais une blague. Et donc bref, on lance le truc, je teste. Ça y est, je vois les premiers éléments qui marchent, je vois ma plateforme en ligne, le dashboard, l'espace automobiliste et tout. Alors c'était pas ouf en termes de design, mais je me suis dit au pire, voilà, c'est du fine tuning, tu peux l'améliorer et tout. Mais ça commençait à ressembler à quelque chose et il y avait du dev. Et là, je vais rentrer pendant des heures sur le sujet, mais je recrute un stagiaire. Enfin, je ne le recrute pas, il s'auto-recrute. Il vient, il m'envoie une lettre de motif, j'ai le malheur de lire la lettre de motivation et de lui répondre. Le mec, il s'accroche et il me vend son profil en me disant, mais un concept comme le tien, t'es obligé, t'as besoin de moi. Je suis un développeur, je suis un stagiaire, je vais rien te coûter, mais je vais t'amener Le mec s'est auto-recruté. C'est-à-dire que quand je voulais lui écrire non dans le mail, je lui ai écrit oui. Et la semaine d'après, il était là. Et c'est, ok, bon, la petite, et franchement, il a été exceptionnel et il a fait un travail de dingue. Vraiment dingue, j'avais pris des espaces de coworking à Lyon. Ouais, mais tu l'avais.
Tu l'avais rencontré à l'hôtel Renouveau. Ouais, exact. On avait fait un entretien là-bas et puis après on avait pris des bureaux en coworking et tout. Donc, mais c'était ouais, c'était dingue. Et puis du coup, il a repris les bugs de l'agence au Vietnam, il corrigeait, etc. On essaie de lancer. Et en fait, là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Et en fait, il faut rajouter des modules. Donc, tu vois, tu te rends compte que tel module nécessite un développement spécifique, tel espace nécessite un truc en plus. Et en fait, tu passes de 18 000 à 20, à 23, à 25, et au final, tu arrives à 30. Ça tenait la route, honnêtement, c'était complètement logique, mais j'ose même pas imaginer ceux qui m'ont vendu à 200. En fait, on serait arrivé à 400. Parce que effectivement, il y avait des blocs qu'on ne pouvait pas anticiper et qu'il fallait mettre. Donc, Sachant que là, t'as toujours pas Tu pouvais pas sortir, dans ce premier cas, tu pouvais pas sortir une V1 sans ces blocs-là, voir un petit peu la demande client derrière et venir ajouter les blocs dessus à partir du moment où tu as déjà vendu ton truc une fois. non, en fait, c'était pas possible parce que ça tenait, c'était un peu l'essence du concept au niveau de la data que je revendais aux annonceurs. Donc en fait, je pouvais lancer des campagnes. D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai lancé une ou deux campagnes comme ça sans avoir accès à 100% des fonctionnalités. Mais côté annonceur, en fait, tu n'étais ni plus ni moins qu'un afficheur un peu lambda qu'on retrouvait. Et côté automobiliste, bah en fait, t'avais pas tout ce que je voulais. Ils avaient une application et en fait, ils avaient en temps réel toutes leurs informations. Combien est-ce qu'ils consommaient, combien est-ce qu'ils roulaient par jour, combien de temps ils passaient en voiture, l'état du véhicule, etc., etc. Tu vois, donc sans ça, en fait, tu perdais l'essence du concept et du coup, tu perdais aussi tes ambassadeurs parce que bah les premiers clients et les premiers automobilistes devaient promouvoir, tu vois, le concept. Donc donc voilà, donc au final, au bout de un an, je me rends compte que c'est dur. Je suis pas encore rincé, mais je suis déjà bien fatigué. Ça peine à décoller. Donc là, je retourne voir des investisseurs, je repitch auprès des fonds, j'en fais mais des dizaines. Comment tu fais ça? C'est intéressant. Qui tu cibles, par qui tu passes? Demain, on a quelqu'un qui nous écoute qui va aller pitcher des investisseurs. Maintenant, en plus, c'est des choses que tu as l'habitude de faire. Euh, tu, quand tu commences, tu te dis, OK, je vais pitcher des investisseurs, mais tu fais quoi? Tu vas voir qui? Alors, ce que j'ai fait ou ce qu'il faudrait faire? Les deux. Alors, ce que j'ai fait et ce qu'il ne faut pas faire, c'est encore une fois, alors l'envergure du projet nécessitait qu'on soit minimum 2 ou 3. Moi, j'y suis allé seul et en fait, j'ai perdu en crédibilité auprès de certains investisseurs, auprès des fonds, même s'ils croyaient à fond dans le projet. En fait, quand ils me voyaient arriver, j'étais là, ouais, on va faire comme ci, comme ça, mais ils se disaient, mais tu vas jamais y arriver tout seul, Mhm. c'est pas possible. Et effectivement, et en plus, moi, je ne développais pas. J'avais des connaissances, mais je ne développais pas, donc je n'étais même pas propriétaire de la techno. Ouais. Tu vois, donc j'étais juste l'idée, la partie commerciale, la partie marketing, la partie concept, mais j'avais même pas au sein de mon projet ou de mon capital ou de mon lancement, j'avais même pas la technologie. Ouais, J'étais pas propriétaire. si on clash ou si tu as un mastodonte qui veut développer la même chose, bah, Il part avec. le savoir, en fait, C'est ça. il est pas propre à ta boîte. Exactement. Donc du coup, Forcément, les investisseurs, ça les refroidit. ah bah bien sûr, parce qu'eux, ils vont mettre de l'argent dans une société Ah oui. et être certain que cette société, bah à un moment donné, soit tu vas pouvoir la breveter, soit tu vas pouvoir la sécuriser, soit tu vas pouvoir. Mais en tout cas, il faut que la techno ou le savoir-faire soit dans la société. Bien sûr. Donc ça, c'est, on va dire, les deux, trois erreurs du début qui ont fait que voilà, j'ai pitché avec toute l'énergie qu'il fallait, mais à un moment donné, ça a bloqué. Et si ton fonds ou si ton business angel il hésite, bah, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ce que dit toujours Bell. Du coup, après, je trouve que c'est assez facile aujourd'hui d'en trouver, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, Franchement, sur Internet, tu as énormément de réseaux qui sont visibles. Ne serait-ce que tu vas à la French Tech, que tu vas à la BPI, que tu vas même dans ta banque aujourd'hui, chaque banque a un fonds dédié à de l'innovation. Donc même dans ta banque, tu peux demander de te rapprocher du fonds innovation ou de l'équipe innovation qui vont être alertes et vraiment au fait de tous ces sujets d'innovation. Après aussi par marché.
Tu vois, tu as des fonds qui vont être dédiés dans la tech, tu as des fonds qui vont être dédiés dans la food, qui vont être dédiés dans l'industrie, dans la médicale. Donc, quand tu commences à graviter dans tous ces écosystèmes-là, c'est très rapide pour être en relation avec ces acteurs-là. Aussi, il faut beaucoup sortir, faut pas rester chez soi, faut aller voir du monde, faut rencontrer, faut pitcher son idée, faut en parler. J'en parlais encore ce matin, j'ai une personne qui me disait est-ce que je dois en parler de mon projet? Mais en fait, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il faut toujours la challenger. De toute façon, si tu as eu l'idée, dis-toi qu'il y a au moins 100 personnes qui ont eu la même idée. Maintenant, c'est à celui qui ira le plus vite et de façon la plus structurée possible. Donc oui, Oui, c'est lui qui portera le projet beaucoup plus que l'idée, hein, parce que c'est souvent qu'on voit des gens qui ont la même idée et c'est souvent le porteur du projet qui fait. le porteur et celui qui se lance. Parce que sur les 10 qui ont eu la même idée, il y en a qu'un seul qui se lancera. Ou peut-être 2. Et après, bah, du coup, ton combat, il est beaucoup plus simple. Donc, déjà, l'idée, et c'est là aussi quand tu pitches un projet, c'est que l'idée, l'investisseur, ouais, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce qui va faire que c'est toi et ton idée? Ouais, bien sûr. Alors que si tu arrives déjà avec un POC, si tu arrives avec une preuve de concept, si tu arrives avec quelque chose qui a déjà fait un petit peu ses preuves, c'est complètement différent. Ouais. Et si tu as poussé un peu le truc, tu as challengé, donc non, je dirais qu'aujourd'hui, ouais, t'as des clés d'entrée ou t'as des communications qui sont aussi beaucoup plus orientées sur l'entrepreneuriat qu'à l'époque. Donc, retrouver des contacts, des points de contact, c'est quand même assez facile. Mais par contre, à l'inverse, qui dit plus facile d'accès, dit beaucoup plus de concurrence aussi. Et donc, beaucoup plus de monde. Et à l'époque, je pense que tu avais peut-être 10 dossiers, je te dis une connerie, mais tu avais un fonds, il avait peut-être 10 dossiers par semaine. Aujourd'hui, tu en as peut-être 500 par semaine. Donc, c'est facile à identifier, peut-être un petit peu moins facile à aller les chercher. Puis après, il faut s'entourer de mentors et de personnes qui ont déjà fait ça. Et les mentors, par contre, ça, moi, je me suis entouré très très rapidement de personnes avec de l'expérience, pas au capital, pas dans la structure, mais des conseillers. Ça peut être ton expert comptable, ça peut être dans ton entourage familial, ça peut être tes amis, ça peut être des dirigeants. Tu sais, j'avais des clients qui étaient dirigeants et ils te donnent énormément de tips aussi, tu vois. Donc, faut pas hésiter à en parler et à s'entourer. Ok, top. Voilà. Et là, donc au bout d'un an, t'es essoufflé. T'as Common Car, t'as l'agence de com en plus qui continue. Ouais, qui continue un petit peu. Qui continue Et un après petit peu à me quand même à alimenter aussi mes réserves, parce qu'à un moment donné, même si t'es au minimum, faut vivre un peu, tu vois. Ouais, Donc et puis le chômage, elle avait complètement c'était arrêté. complètement disparu. J'avais investi aussi dans le projet, donc là, t'arrives un petit peu en bout de course et tu te dis ouais, si je fais pas décoller le truc là, il va se passer quand même peut-être un petit problème, quoi. Donc deuxième été, l'été suivant, au bout d'un an, je prends juste un petit peu de recul, je me dis je m'essouffle, et là je scrolle sur internet et je vois un concept qui arrive aux États-Unis, qui est pendant Common Car. C'est un concept de livraison de papier toilette à domicile. Ah putain, j'avais zappé ça. Non mais attends, je tombe sur l'article, je commence à lire et là je vrille. Et là, tu vois, dans ma tête, boum, je me mets en mode entrepreneur, je me fais mon business model, je me dis mais c'est un truc de fou. Je me lève de mon transat, je vais en parler à ma copine, elle me dit arrête. J'en peux plus. Ramène de l'oseille. Ok. Ramène de Ouais. l'oseille à la maison. À un moment donné, faut y aller, quoi. Tu vois, c'est bon. Faut rentrer dans la vraie vie, tu vois. Je dis non, mais attends, j'ai une idée de dingue. Et là, je le raconte. Bref. Donc, je pitch le truc à 1, 2, 3, 10 personnes. Je sens qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment aussi, quand tu t'es lancé sur plein de trucs comme ça, t'as tellement cramé ta crédibilité que, ouais, tu vois, on se sent pas trop, tu vois. Bon. Tu fais pitcher ça à Anthony Bourbon, le truc, il est à 1 milliard. Ouais, Il va se dire 1 milliard. Mais l'idée est quand même pas si bête. Donc, je fais un petit rebond dessus. Livraison de papier toilette à domicile avec abonnement mensuel. On a une consommation de papier toilette qui est plus ou moins la même par mois.
Et l'objectif, c'est de te dire, OK, c'est un truc énorme quand tu vas faire tes courses, que tu sois en ville ou que tu sois ailleurs, c'est un truc énorme, ça prend de la place. En plus, c'est pas sexy. Et moi, j'avais fait des études, j'avais tout regardé. Le nombre de personnes qui posent le truc de PQ sur le tapis de caisse, bah, t'as un petit malaise, tu vois. Et c'est vraiment, et c'est véridique pour beaucoup de gens. On se rend pas compte, il y en a, ils s'en foutent, mais il y en a, ils sont hyper mal à l'aise. Donc, du coup, je me dis, il y a un marché. Et il y a un marché, et surtout dans les villes aussi, de par l'emprise, tu vois, tu vas faire tes petites courses en bas, un gros truc comme ça, bah, en fait, t'as plus de place pour tes sacs, tes bouteilles d'eau, etc. Donc, je me lance dessus. Et j'appelle ça monpq.fr. Et d'ailleurs, ça m'a collé encore à la peau parce que ce truc, j'avais enregistré mon numéro. Et des fois, quand j'appelle des gens, ça marque monpq.fr. Non, mais l'enfer, l'angoisse. Euh, Et t'aurais pu aller plus loin et imprimer de la pub sur les rouleaux de PQ aussi, hein. De la pub sur les rouleaux de PQ. imprimer deux? Ouais, bah ouais. Non, mais attends, mais j'avais prévu mon plan de com et tout. Imagine pour la fête des pères. En fait, j'avais l'exclusivité. J'avais trouvé un fournisseur qui s'appelle Renova qui fait des papiers toilettes colorés. Donc j'étais vraiment dans un concept de sublimer le rouleau de PQ, vraiment avec un truc, un site internet de dingue et tout. Mais attends, imagine la campagne de dingue. Pour la fête des pères, j'avais un papier toilette noir, mais vraiment black, noir. Et j'aurais fait une grande pub avec Dark Vador, avec un sabre en PQ, en rouleau de PQ. Et le slogan, c'était J'essuie ton père. Imagine le buzz. Le buzz de Et ouf. tu surfes sur ça, en fait. C'est plus qu'un concept, en fait. C'est une tendance, tu vois, le truc. Et alors là, après. Mais bref, au final, c'était une belle idée de merde. C'était beau sur le papier, mais voilà, j'en suis resté là. En fait, je suis allé quand même un peu loin parce que j'ai lancé mon site, j'ai lancé un site e-commerce, donc rebelote, je me remets dans le dev. J'ai créé des stocks, donc j'ai eu pendant des mois des stocks de rouleaux de PQ colorés. J'ai eu un client, c'était mon beau-frère. Et j'ai fait, mais bref, des trucs. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté le truc? Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en fait, 2 semaines avant le lancement, j'allais mettre en ligne officiellement le site, etc. 2 semaines avant, Amazon sort le Dash bouton. Je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore. En fait, ils avaient lancé un petit bouton, un petit bouton comme ça qui était connecté à ton réseau Wi-Fi et à ton compte Amazon, et tu le mettais derrière tous les produits de grande consommation. Donc la lessive, Et t'appuyais, ça commandait direct, je crois. je savais même pas. Ben, tu mettais ça dans tes toilettes, tu mettais ça derrière ta lessive vers la machine à laver, tu mettais ça vers tous tes produits de consommation récurrents. Ok. Mais le concept, Ah ouais. incroyable. Et là, t'appuies sur le bouton, 24 heures après, t'as ton papier toilette qui est livré. Il m'a fallu juste 1 heure pour me dire, OK, ils ont plié le game. Et là, ils ont détruit mon projet. Mais bon, ça a été encore une fois une belle opportunité parce que ça m'a permis de me reconcentrer sur Common Car. Et tu penses que avec du recul, ça marcherait pas? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de systèmes de livraison. Par exemple, nous, on faisait tout ce qui est livraison de repas. Tu vois, les courses, si je peux les faire livrer, je les fais livrer. Sur des produits comme ça, où en fait, il y a une demande qui est récurrente, tu penses que c'est pas encore un sujet? Moi, je pense que si. En plus, tu me demandes à moi, je peux te dire que si. C'est certain qu'il y a un marché. Euh, En plus, maintenant, les outils sont, comme tu dis, plus optimisés. Tu as des circuits de distribution qui vont jusqu'au dernier mètre, qui sont encore plus optimisés. Donc, tu peux t'intégrer vraiment dans des circuits sans que ça te plombe. Et puis, les sites e-commerce, les développements de sites e-commerce sont encore plus faciles à mettre en place. Ne serait-ce que le dropshipping, en fait, tu peux faire du dropshipping sur des fournisseurs quasiment locaux, tu vois, France, Europe. Et finalement, tu t'en occupes presque plus, si ce n'est que de gérer uniquement la communication sur les réseaux. Bien sûr que oui, ça marcherait. Moi, je suis certain. Et puis, tu peux faire ça sur le papier toilette, mais tu peux faire ça sur tout ce qui les packs de lait qui sont gros et lourds. Tu peux faire ça, bon, l'eau moins parce que maintenant, tu as une tendance aussi éco, mais tu as plein de produits qui s'y prêtent. Donc, Les préservatifs, tu sais, tu parlais de malaise, ceux qui vont acheter dans les magasins. Et ça, c'est souvent où il y a des gens, tu vois, ils osent pas trop.
Et ça, tu fais un système de livraison, ça marche aussi. Ouais, carrément, mais je pense il y a énormément de produits pour lesquels tu peux lancer. Mais bon, après, c'est plus la même activité, tu vois. Et là, c'était vraiment une parenthèse où je voulais que ce soit fun et tu aurais pu générer quelques revenus, tu vois. Mais Disons que t'as pas de grosse marge dessus. C'est difficile d'avoir des marges parce que comment tu peux faire adhérer les gens à ton concept? Ça serait de proposer des prix qui sont peut-être... Alors, la simplicité d'être livré déjà, mais après, si le prix est beaucoup plus élevé qu'en magasin, bah, tu vas freiner déjà une partie des clients où moi je suis un peu auvergnat et du coup, bah, je prendrai ma voiture ou en rentrant du bureau, je m'arrête faire deux, trois courses. carrément, bah, il y avait une gamme de produits qui étaient vraiment premium que tu vois que t'achètes pour les anniversaires, les fêtes, les trucs comme ça. C'est du jamais vu de t'offrir des packs de rouleaux de PQ, mais par contre, t'avais un concept derrière, t'as quelque chose d'un peu, voilà, original. Et puis après, effectivement, pour ceux qui avaient la version plus usuelle du quotidien, bah, au lieu d'acheter ton rouleau de PQ à 1,10 €, là, effectivement, il va te coûter quasiment 2,10 €. Donc, mais c'est le souci enfin, t'as plus le souci de penser à avoir acheté ton PQ, t'as la livraison, enfin voilà, t'as tout ça qui était inclus dedans. Mais effectivement, tu touchais pas tout le monde. C'est vraiment une gamme plus plus. Ouais, top. Ouais. Pendant, je sais pas combien de temps on est, mais 1 heure, Ah allez, ouais. parce que je veux que vraiment qu'on passe du temps sur Phosphore, parce que Phosphore, Ah ça, ouais. Ouais. c'est aujourd'hui ce qui vous fait vivre, Exact. Ouais. avec un concept encore. Innovant. Je vais pas dire par rapport au PQ, c'est un peu plus innovant que le PQ. C'est un peu plus sexy aussi. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est un peu Et plus. ouais, suite à ça, donc commande car du coup. Alors Common Car, bah, en fait, pour faire la transition, Common Car, je relance un peu moins d'un an à essayer de chercher, je décroche 2, 3 campagnes. Ça plaît, l'application se développe un petit peu mieux. Du coup, on fait pivot à un moment donné. On oublie le concept d'automobiliste et on part dans mon métier d'origine qui était la publicité et on vend un concept de publicité connectée, mais sur des points existants. C'est-à-dire que ce qu'on était capable de faire en mobilité, on le propose en Statique. version statique. Voilà. Donc des panneaux publicitaires, on est allé voir des JC Déco, des Exterion, tous les plus gros afficheurs, on les a rencontrés, on leur a proposé le concept. Il y avait eu énormément d'intérêt. Mais après, il y a des sujets autour de la data, au sujet, enfin voilà, t'es en France et en Europe, du coup, tu avais beaucoup de barrières à la data. Donc bref, à un moment donné, bah voilà, j'ai plus d'énergie, plus de solutions, et là j'ai plus d'argent. Donc je me dis, écoute, rends-toi à l'évidence, il faut aller travailler. Donc je cherche un job bon, assez facilement et je me lance dans l'assurance des biens et des personnes chez AXA. Mais dans ma tête, je me dis putain, il y a quand même un truc à faire avec les assureurs. Et bon, je fais quand même, je travaille, mais c'était alimentaire, d'accord. Et en parallèle de ça, quand même quelque chose qui me travaille, tu vois. Et je me dis, je peux pas rester salarié, c'est impossible. Au bout d'un an, du coup, bah, je recharge mes droits ouais, un an et demi, je recharge mes droits d'allocation et je me dis bon, je convoque ma copine un matin et je lui dis écoute, c'est vital, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc bref, elle le comprend, elle me dit écoute c'est comme ça, c'est au fond de toi et j'avais une belle place, j'avais un avenir qui était beau parce que bah il y avait beaucoup de choses à faire, mais je pouvais pas. Donc je quitte et là je me remets dans une démarche un peu entrepreneuriale et j'essaye de construire quelque chose autour de ce concept que j'avais un peu délaissé. Et Tu quittes d'avoir l'idée. ouais, Ok. ouais, je quitte avant d'avoir l'idée. Et et je me rappellerai toujours parce que j'en parle avec Ben pas mal de fois. Je suis comme ça sur le canapé en train de scroller, de chercher des études, voilà, des signaux faibles, tu vois ce qu'on appelle les signaux faibles, de chercher des tendances. Et là, je reçois une vidéo de Ben. Alors, je suis alerte vraiment sur qu'est-ce que je vais pouvoir lancer. D'accord? Je vous mets vraiment en condition. Et là, je reçois une vidéo d'un de mes meilleurs potes qui est un petit truc qui tourne avec un poisson Nemo. Tu te souviens ou pas l'hologramme? Et sur la vidéo, je comprends pas trop ce que c'est. Et il me dit, écoute,
on se retrouve, il me présente, il lance le petit truc là, je vous dis pas encore ce que c'est, mais il lance le truc. Et là, je suis choqué. Mais choqué. Là, il l'avait en physique, c'était plus Là, il avait en physique, quoi. Je me dis, c'est quoi ce truc de dingue? C'est pas possible. Bon, je suis dans un contexte où il faut que j'entreprenne. Donc là, dans ma tête, ça part dans tous les sens. Je dis, OK, il faut qu'on le vende, il faut qu'on markete le truc, il faut qu'on fasse quelque chose. OK. Je présente le projet à Estelle. Elle part. Elle me dit, là, c'est bon, stop, c'est fini. Non, mais là, t'inquiète, ça va marcher, bref. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on commence à titiller le marché. On le présente à des amis, à la famille, à des clients. Et là, tu commences à avoir un client qui te dit, mais je veux ce truc. Est-ce que vous pouvez me le vendre? Non, non, on vend pas, mais par contre, on le loue. OK, mais combien? Ouais, je sais pas, là, on balance un prix au pif, genre 500 balles. OK, je le veux pour ma soirée. OK. Bon, bah là, on lui met à dispo pour sa soirée. Lors de la soirée, bah, il y a tous ces clients qui voient le truc. Mais c'est quoi ce truc? Putain, il me le faut. De fil en aiguille, combien ça coûte? Je sais pas, 5000? OK, je veux. Non, mais attends, c'est pas possible. Et en fait, j'accélère le truc, mais c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé. Et on a senti vraiment que le marché autour de cet aspect techno n'existait pas. Il y avait rien qui se faisait. Et en fait, de par nos activités et nos réseaux, on a essayé de professionnaliser un peu le truc et on s'est lancé en 2018 sur cette tendance-là. Et puis après, bah voilà voilà où on en est. Donc là, tu te lances avec Ben, Ouais. donc lui qui a un rôle plus technique. En fait, je vais te laisser présenter tes associés Ouais. pour comprendre un peu comment vous lancez, qu'est-ce que vous montez comme structure, qui vous intégrez dans le projet. Parce que là, il y a 4 associés plus un 5e qui arrive a posteriori. Qui arrive au tout début, mais qu'on a quasiment qui a... Enfin, qui a peut-être Ouais. pas là depuis le début, mais que vous avez intégré, qui vous avez cédé des parts Exact. il y a peu de temps. Exact. Et comprendre, parce que du coup, le but, c'est d'insister aussi sur l'association. Ouais. Tu as dit que c'était une erreur les premières fois de l'avoir fait seul. Exact. Donc là, à quel moment tu décides de t'associer? C'est une erreur aussi. Non, Avec Ben, ça s'est fait naturellement parce que c'est ouais, lui qui t'amène le truc. En fait, il t'amène le produit et toi, tu as l'idée derrière de. Alors, en fait, le fond du projet, il a cette sensibilité avec la Chine. Ben, il travaille vraiment avec la Chine depuis des années et des années. Il maîtrise le marché chinois, qui est aujourd'hui une force incroyable pour l'entreprise. Et à cette époque-là, il avait son entreprise d'import-export de meubles. Il faisait du mobilier. Il faisait vraiment tu vois, Maison du Monde, Cocktail Scandinave. Il faisait un peu ça. Ça marchait très bien. Et pareil, je pense qu'à un moment donné, il a fait le tour. Ça faisait 5 ans qu'il faisait ça et tout. Et donc, on décide de tester un peu le marché. On échange beaucoup, de plus en plus. Et on se dit, bah vas-y, viens, on lance un truc ensemble. On se lance, quoi. On verra bien. Ouais, puis au pire, on prend pas de risque, tu vois. Si ça marche pas, bah tant pis. Et puis si ça marche, bah tant mieux. Et en fait, ça prend Direct. Instantanément. Et donc là, je récupère un peu mes expériences aussi passées. Je lance rapidement un site internet, un logo, une com. J'utilise tout ce que j'ai appris sur Common Car avec des newsletters, vraiment, je mets toute l'activation digitale et marketing en place. Romain, qui est un troisième ami d'enfance, parce que Benoît est ami d'enfance. Romain, mon troisième associé qui est ami d'enfance, arrive dans une période aussi un peu compliquée de sa vie. Ne sachant pas trop quoi faire, on s'était aussi rapproché sur Common Car. Common Car, il pouvait potentiellement développer l'activité, faire un peu de commercial. Et lui, il travaillait dans le transport. Et là, donc on sait pas trop où on va. Mais tu vois, on tourne un peu les trois ensemble et on commence à se dire, ouais, vas-y, on monte un truc, ok, les trois, là. Donc on structure une société à trois, sans une SAS. Ouais. Donc on sait pas encore vraiment où on va. On répartit 33, 33, 33, on se prend même pas la tête. On fait ça sur Legal Start, ça nous coûte 500 balles. On prend un compte en banque Conto, ça nous coûte rien du tout. Bref, en mode agile. Premier client, deuxième client, 10e client. Et là, ça prend. Mais ça prend de plus en plus. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires,
il double, il triple, il quadruple, il va de. T'as une idée de ce que vous faisiez avant Covid, Alors, à peu près? on a Ça, c'est officialisé. ouvert à en parler, hein, ça se Ouais, fait. carrément, bah, aucun problème. On a officialisé la structure en octobre 2018. Ok. Quand on titille un peu le marché au juillet, août, et octobre, on officialise la structure. Moi, j'ai un réseau aussi de par mes anciennes structures où j'arrive à trouver un local. Donc, on nous met un local à disposition en coworking et tout. Donc, tu vois, Lyon, en Vèze, en Ouais. plein Lyon, etc. Donc, déjà, par rapport au lancement de mes précédentes activités, en moins de 3 mois, tu as un site internet, une communication, du matos et un bureau. Tu te rends compte que déjà, quand tu vas voir des investisseurs, des banques, des partenaires, t'as pas du tout le même positionnement. T'es pas du tout la même personne et t'as pas du tout le même profil aux yeux de tes interlocuteurs. Donc là, on se professionnalise, on lance au market. Au bout de 3-4 mois, on fait, je sais pas, 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je crois qu'au bout de 6 mois, ou je sais plus, dans l'année qui a suivi, Cédric, qui est le cousin de Romain, que je rencontre lors d'une soirée et qui est ami avec toute la bande de potes depuis un bon moment, mais nous on s'était croisés que 2-3 fois. Et là, il vient me voir, il me fait, écoute, c'est incroyable ce que vous faites, franchement. Moi, j'ai une agence digitale sur Paris, j'ai fait le tour. Franchement, j'ai envie de vous rejoindre, quoi. Et nous, tu vois, lancés dans le truc, on se dit, vas-y, go. En plus, Paris. et puis en plus, Paris, Ça fait à Paris. il nous explique son background, il nous explique son écosystème, tout ce qu'il a, etc. Allez, feu. On le rentre au capital. Et là, on part vraiment plein de balles dans des développements, dans des lancements d'opérations événementielles avec ce dispositif. Donc, pour rappel, en fait, c'est un petit ventilateur qui permet de diffuser un message en 3D en hologramme. Et on fait des événements, de plus en plus d'événements. On fait l'entreprise du futur qui nous propulse. On a un mini stand, mais les gens sont là, mais ça ramène 300 personnes devant le truc. Les gens regardent. Et du coup, on market l'offre et on dit de base, on veut une offre globale. Donc, l'idée jusqu'au déploiement. Et aujourd'hui encore, on a toujours cette même approche, c'est de l'idée jusqu'à la mise en place. Donc, on propose le projet, on développe le contenu, on installe la techno. Donc, vraiment de A à Z pour le client. Et ça n'a pas de prix parce que le client, quand il voit ça, il se dit, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Il comprend rien. Donc, il se dit, OK, je vous laisse mon projet. Et en fait, c'est comme ça qu'on est devenu agence. C'est comme ça très rapidement qu'on a pris tous les codes en fait de l'agence et que du conseil, de la création, de la technologie, un studio, une équipe opérationnelle et on s'est structuré et on a commencé à grandir comme ça. Et en fait, on a créé des nouveaux métiers parce qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau client ou un client, par exemple, qu'on avait eu en septembre, l'année d'après, il avait un événement, il voulait un truc encore plus grand, encore plus gros. Et il vient nous voir, il nous dit, les gars, vous sauriez faire un truc comme ça? Bah, oui. Ouais, sûr. Et en fait, il y a que comme ça à l'opportunité. Et en fait, voilà, un projet en amène un autre, un produit en amène un autre, un développement en amène un autre. Et on avance. Et à un moment donné, la première année, on fait, je crois qu'on fait 150 000 euros de chiffre d'affaires sans forcer. Donc, on est rentable la première année. La deuxième année, on double. La troisième année, on double. La quatrième année, on double. En fait, on fait 100% de croissance tous les ans. Malgré le Covid. Malgré le Covid. Malgré le Covid. Ouais, parce qu'avant Covid, vous deviez, alors, pour nous parler un peu de tes clients, surtout, je sais pas si tu as le droit de. Certains oui, d'autres non, mais Bon, bah, alors, je vais te laisser en parler, mais avant Covid, ouais. vous deviez partir aux États-Unis pour le Alors, lancement d'un shop, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais. ouais, carrément. En fait, là, on est sur la pente ascendante. On est vraiment, on décolle, mais on est complètement sous l'eau parce qu'en fait, on court dans tous les sens. Alors là, du coup, c'est un autre mood, c'est une autre ambiance. Là, par contre, je commence à gagner de l'argent, je commence à me rémunérer enfin. Je suis pas millionnaire, mais je vis correctement de l'entreprise. Mes associés aussi. Donc du coup, on fait aussi beaucoup d'heures, mais beaucoup d'heures. Et en plus de ça, on est dans l'événementiel. Donc il y a des fois où tu vas installer l'événement jusqu'à 3-4 heures du mat et le top départ il est à 7 heures du mat. Donc là, tu fais des
des boucles comme ça, et pas que en France. Tu vas à l'étranger et tu accompagnes tes clients partout. Donc là, tu commences à voyager énormément. Énormément. On a fait l'Europe dans tous les sens. Et là, on a un gros client qui arrive, Kenzo, la division Kenzo Kid, qui nous missionne pour un événement à Miami. On est en novembre 2019, un an plus tard. Je me souviens bien. Décembre 2019, le projet est validé. Donc, janvier 2020, c'est Covid, hein, 2020. Mars 2020. Voilà. Donc, janvier 2020, on prépare tout l'événement. On devait installer un nouveau pop-up à Miami. Donc là, du coup, toute l'équipe devait y aller. parce qu'on avait tous un truc à faire à Miami, en fait. Et du coup, on prévoit, on s'organise et tout. Et à ce moment-là, on est vraiment en mode, ça y est, on a lancé, on est trop bien, tu vois. Et puis en plus, on est entre potes. Donc c'est vraiment le top du top. Et là, on sent qu'il y a des trucs trop bizarres. Alors en plus, il y a ce projet-là, mais il y en a plein d'autres en parallèle. Il y a des gros projets qui arrivent à Paris. Il y a, tu te rappelles, Média Transport avec tout le réseau des affichages de pub et tout. On les prendre, etc. La foire de Lyon, les salons, les machins. Les skis. Et ouais aussi. Juste sur l'épisode Miami. Ouais. Parce qu'on est janvier 2020. Attends, c'est 2020, t'es sûr mars 2020. Mars 2020. Ouais. Et ce qu'il faut rappeler aussi à ce moment-là, c'est que tellement on allait vite, tellement on grandissait vite, on a fait face à des problèmes de cash, parce qu'en fait, tout ce qu'on gagnait, on le réinjectait, on le réinvestissait. Sauf que comme les projets devenaient de plus en plus gros, à un moment donné, quand on te missionne sur un projet à 30, 40 000, il faut que tu avances 20, 25 000. Ouais. Mais sauf que t'as pas encore été payé de tes clients d'avant. Ouais. Donc, tu vois, il fallait créer son roulement. Donc là, gros besoin de cash. Et là, on fait une levée de fonds. Ok. Mais là, on fait une levée de fonds comme j'aurais rêvé en faire sur Common Car. Ouais. On parlait de montant, le nombre de business angels. C'est des business angels. Ouais. Alors, oui, je parle sur celle-là, il n'y a aucun problème. On va chercher 500 000 euros. Ouais. Qu'on n'aura pas. On va avoir 300 000. Okay. Négociation, valorisation. Vous y allez pour 500? On y va pour 500, on demande 500, on monte un BP pour 500. Et finalement, après négociation, on trouve 3 investisseurs et on a 300 000. Okay. D'accord. Donc là, on fait un peu tout à l'inverse et aux antipodes de tout ce qu'on a appris en école de commerce, quand tu montes une entreprise. On n'a pas fait d'études de marché, on n'a pas fait de benchmark, on y est allé au bon sens et vraiment au flair. Et tu vois, on adaptait. On était vraiment en mode agile. Voilà, un truc, paf, on adapte, paf, on y va, paf, on tend. Et la levée de fonds, elle a été un petit peu aussi dans cet esprit-là de dire, regardez le marché, regardez ce qu'on fait. Et de toute façon, tu regardais juste notre croissance, elle était incroyable. Et le marché potentiel, il était infini. Donc, très facilement, on trouve nos business angels. Mais hyper facilement. 2 fonds et puis deux fonds et puis un business angel. On laisse 20% du capital quand même, okay. Qui est énorme. Ouais. On garde 80 avec les associés fondateurs. Je te parle de tout ça. Il y a le projet Miami qui est là, il y a le projet de la gare, il y a des projets énormes dans le pack, donc qui viennent à rassurer, tu vois, encore plus et qui confirment notre position. Janvier, février. Donc janvier, on a la LOI. Février, on signe. La LOI La LOI, c'est une lettre d'intention. C'est une letter of intention. Qui disent on est prêt à déposer. Voilà, c'est les conditions de la levée de fonds et signer engagement de dire ok, à partir de maintenant, c'est avec nous que vous allez et pas avec un autre et on se doit en gros une certaine réciprocité et un engagement mutuel. Et donc du coup, c'est ok, c'est acté, on lance ce truc. Et là, on sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe en Chine. Ben nous fait remonter des informations du mois de novembre en disant c'est trop bizarre. Il y a un médecin qui est mort et il n'y a pas de nouvelles. Ils ont fait disparaître son corps ou j'en sais rien, un truc trop chelou, tu vois. Bon, on s'attarde pas dessus et puis même les médias s'attardent pas dessus, tu vois. Début janvier,
Ouais, tu sais que c'est vraiment, nous, on a la remontée de tous nos fournisseurs en local. Mmh. Donc, on a l'information avant même que les médias aient l'information parce que c'est tellement fermé, la communication que et là, c'est trop bizarre. Il y a beaucoup de gens qui meurent, on sait pas combien, mais il se passe un truc énorme. Franchement, ça commence à faire flipper. Mais il se passe rien. En France, il y a pas de communication, il y a Mmh. rien du tout. Fin janvier, début d'épidémie. Ouais, peut-être, ouais. Je crois que c'est Ouais, les ouais. premiers cas qui arrivent parce qu'on est sorti de l'hiver, on pense que c'est une grippe, on pense que c'est un truc bizarre. Bah, les gens qui commencent à tomber, je sais pas, 1000, 10 000, ça commence à arriver. Fin février, nous, on signe. Je me souviens encore très bien, on va chez nos avocats, en fait, fêter ça parce qu'ils avaient une soirée de je sais plus quoi. Bref, ils nous invitent. On arrive, il y a 300 personnes dans le bâtiment. Cluster. Nous, on est là, pump it up, on signe nos trucs, campagne. Il se passe le Covid en ce moment et tout machin. La semaine qui suit, confinement. La semaine qui suit la signature, notre levée, Ouais, ouais. confinement, Fermeture des fermeture frontières. des frontières. Et nous, la veille, donc une semaine après avoir signé, on prend nos billets. On réserve pas l'hôtel, mais on prend nos billets pour Miami. Donc là, mais t'imagines qu'on est au summum. Ah, ouais. T'imagines l'ambiance euphorique qu'il y a. Et la veille de prendre l'hôtel, donc on est en train de sélectionner nos hôtels. Oh, vas-y, on fera ça demain et tout. On en a 2-3 en ligne de mire, on fera ça demain. Ok. On ferme les téléphones. Le lendemain, communication parce que c'était arrivé en fin de journée, puis nous du coup c'était arrivé dans la nuit, le temps que ça rien. Trump ferme les frontières. Du coup, projet avorté. Là, tu te dis c'est pas possible. Non. Et là, c'est le début. Là, c'est une étape du début de la descente aux enfers. Mmh. Ensuite, confinement. Ensuite, arrêt de l'activité, arrêt des marchés, arrêt de tout. Et nous, on vient de lever. Il faut qu'on investisse. On a commencé à faire des premiers plans d'investissement, etc. Là, il se passe plus rien. Aucun client. Plus rien. T'es confiné. Tu peux sortir nulle part. Si, comme quoi, tu as des déplacements professionnels, machin, donc tu fais tes attestations. Sauf que t'es 3 dans la rue. Mmh. Tu sais, tu te balades, il y a rien. Tu peux aller voir. Il se passe plus rien. Ouais, va vendre une campagne de com à un client. Et même le client, et même si lui il bosse, il va te dire, de toute façon, tu veux que je fasse quoi? Les salons sont fermés, les magasins sont fermés. Donc là, en fait, on prend une petite claque, mais en même temps, on respire, on se repose. Mmh. Oh. Et là, pendant un mois, on récupère. Parce qu'en fait, on était tellement, On est peut-être dans le guidon. ouais, tout feu, tout flamme. Et en plus de ça, on a la levée. Donc, on est assez serein. On a du cash. Ouais, ouais. Il y a les aides de l'État aussi qui arrivent et tout. Donc, on est très léger, on n'a pas beaucoup de charges, mais donc on est serein. Sauf que ça dure 1 mois, 2 mois. Là, tu commences à te poser des questions au bout du 3e mois et tu arrives avant l'été. Donc, attends, et juillet, août, c'est censé être des périodes aussi calmes. Donc, attends, ça nous amène en septembre. Waouh. Là, attends, il faut qu'on commence à réfléchir et tout. Et bref, et en fait, le Covid a été un accélérateur. Au début, on a cru que ça allait être vraiment une descente aux enfers. En fait, ça a été un accélérateur. Ça a été le calme, un bout de calme avant la nouvelle tempête. Parce que, en fait, avant le Covid, quand tu parlais du digital dans les magasins, dans les lieux publics et tout, les gens avaient ça en tête. Ouais, c'est cool, le digital, c'est pas mal. Et nous, à cette époque-là, on parlait du figital. Le figital, c'est le monde physique et digital. C'est la contraction du physique et du digital. Pourquoi? Parce que on cherche avec Phosphore à créer toutes ces interactions entre le monde réel et le monde digital. D'accord? On fait pas du full web, on fait pas du full digital, par exemple, on fait pas que du site internet, du canal, etc. Nous, on est dans le monde réel. Et tout ce qu'on crée, c'est dans le monde réel. Et quand on parlait de digital avant le Covid, les gens nous disaient, ouais, c'est bon, encore des petits malins là qui créent des nouveaux concepts et tout, machin. Le Covid arrive. Ah putain, il faut du digital. Il faut du digital partout. Et ouais, parce qu'en fait, tu pouvais plus toucher les écrans. Tu pouvais plus te déplacer correctement. Tu pouvais plus. Et là, toutes les contraintes liées au Covid sont devenues des problèmes pour nos clients envers lesquels on avait des solutions. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, grâce au Covid, qu'on est sorti de l'événementiel, parce que l'événementiel était mort, était complètement à l'arrêt. Et d'ailleurs, il a pris un coup énorme. Et
l'événementiel en stand-by, ça nous a ouvert l'industrie, le retail, le médical, la formation et l'institutionnel, etc. Et ça nous a ouvert quasiment tous les autres marchés. Ok, incroyable. Ouais, ça a été ouais, cette sortie de Covid, ça a été un peu le côté 30 glorieux, tu vois. C'est le moment où tout repart, mais différemment, mais tout repart. Et là, quand ça repart, du coup, vous êtes toujours 4. Enfin, vous avez un indépendant. Alors on est 4, on est 4 associés fondateurs. Et en fait, il y a Bastien qui est notre développeur, qui en fait est là depuis le début. Depuis le tout début, il est là parce que c'est un pote aussi. Et en fait, il vient, il nous suit, il a son activité à côté d'informatique. Et mais en fait, il est là, il nous regarde, puis après il repart, il revient, et puis il essaye de développer des trucs avec nous. Tu vois, on essaie de tester plein de trucs, et puis il dev, et puis un projet, deux projets, quatre projets, puis on commence à le rémunérer au projet, etc. Et en fait, le mec s'investit de plus en plus. Elle a pris dans la vague phosphore. Il passe de 15-20% de son temps à 90% de son temps avec nous. Mais sans attente particulière, tu vois, il n'était pas là à dire les gars, moi je veux être, je veux être au capital. Pas du tout, pas du tout. Il était là, il kiffait ce qu'on faisait, il kiffait ce qu'il faisait, et voilà, on y va, quoi. Et en fait, naturellement, il y a un an ou deux là, on l'a embarqué avec nous parce que on préparait un deuxième tour de levée de fonds, et cette fois-ci, on voulait aller chercher carrément plus gros. Et comme je disais tout à l'heure, au tout départ, il faut qu'on ait la techno avec nous. Il faut qu'on ait des personnes clés au capital. Ouais. Donc là, on était les 4 associés avec chacun un profil, une mission particulière, mais il nous manquait quand même une partie sur la partie développement. Ouais. Donc du coup, on l'a associé, ce qui nous permettait d'arriver avec toutes les casquettes de l'agence et vraiment ce côté global. Et là, vous êtes combien aujourd'hui? Associé? Combien de personnes? Alors, on est 5 associés. On a un 6e associé qui est un business angel qu'on a gardé, Ouais. qui faisait partie du premier tour, qui est toujours avec nous, mais on a 95% du capital. Donc voilà, on a recapitalisé. Et au total, sur la structure, alors France, on est 15, on est 14, entre 14 et 15, et on va jusqu'à 18, 19, 20 sur les grosses périodes, avec des freelances, beaucoup de freelances. Ok. D'accord. On a des freelances qui sont avec nous à temps plein, donc qui bossent exclusivement pour nous, ou quasi exclusivement pour nous. Et ensuite, on a, donc là, si je te parle de France et Europe, parce qu'on a Lyon, le siège social, le showroom principal, là où tu as le plus gros de l'équipe. On a 2 bureaux à Paris, on a un bureau à Genève, et là, on a ouvert Montréal, ils sont 2, et on a ouvert Shenzhen en Chine, et là, c'est un bureau commercial avec tous nos partenaires fournisseurs. Yes. Je te pose des questions parce que je vais t'amener sur le recrutement et le management. Tu nous en parles un petit peu. Ouais. C'est un vrai sujet et c'est souvent des questions qu'on se pose tous. Et ben, je sais que ça n'a pas été simple non plus. Si tu as des tips à partager de par ton expérience, au-delà de nous raconter, voilà, sans rentrer dans les détails, mais nous raconter un peu tes difficultés, puis nous donner des tips peut-être de par ce que tu as appris. Alors, les profils de l'agence sont très spécifiques. En fait, on a aussi créé un métier aujourd'hui qui n'existe pas. C'est bien aussi pour ça qu'on fait appel à nous sur des exigences de certains marchés. On a décroché des marchés qui nécessitent pour l'entreprise d'avoir des fois 4, 5, 6 prestataires pour faire la seule et unique chose que Phosphore fait. Donc, au sein de Phosphore, tu vas avoir des chefs de projet ou des commerciaux qui ont un peu la même casquette, qui sont là pour aller chercher du client, l'entretenir, mener le projet, construire le projet, mais qui sont hyper techniques parce qu'il faut comprendre ce qu'ils sont capables de vendre aux clients. Donc de l'autre côté, tu as toute la partie technique, tu vas avoir le hardware, vraiment le matériel, le hardware, la technologie pure, avec des profils de techniciens, vraiment d'ingénieurs tech, mais comme il y a beaucoup de choses aussi qui n'existent pas encore ou qui n'existaient pas et qu'on a créé, il faut des profils moutons à 5 pattes, tu vois. Ouais. Donc des programmateurs, des développeurs, il faut avoir des bases en électricité, il faut avoir des bases en domotique, en mécatronique. Donc ça, c'est vraiment toute la partie matérielle et technologie. Ensuite, on a un studio. Donc là, c'est un peu plus classique.
bien que on pousse quand même les expériences et les contenus. Donc, on va avoir des artistes 3D, des animateurs, des monteurs, des personnes qui font de la photo, de la vidéo classique, mais qui vont jusqu'à de la 3D temps réel, de la 3D même aujourd'hui générée par l'IA, etc. Ensuite, on a toute une partie dev, donc des développeurs. Alors là, par contre, c'est que des développeurs qui sont full stack. Ils sont capables de gérer du HTML comme du Python, comme du Unreal, comme du Unity, Ils sont vraiment, vraiment full compétences et surtout passionnés, donc capables d'aller chercher à chaque fois des nouveautés. À chaque fois qu'il y a une techno qui sort, on veut être les premiers à la craquer. Un nouveau soft, un nouveau produit, une nouvelle caméra, on veut pouvoir la craquer pour être certain de pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on a des installateurs, des techniciens installateurs monteurs, qui là, un peu plus commun à l'audiovisuel, vont être capables d'installer nos technos à travers le monde. Et donc, techniquement, se dire que si je branche telle ou telle technologie, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? En instant, en record, il faut pouvoir être capable d'intervenir. Voilà. Et donc, en amont, tu vas avoir les chefs de projet un peu comme nous, tu dois être capable de maîtriser tout ce process et toutes ces équipes. Parce que si tu sais pas comment ça se passe là sur le terrain, ou si tu sais pas comment ça se passe en prod, ou si tu sais pas comment fonctionne ta techno, t'es incapable de le vendre. Et donc incapable de le dimensionner, de bien le budgétiser, et donc d'anticiper ton rétro-planning, etc., etc. Donc, t'as vraiment une vision globale à avoir qui est très technique. Et donc dans le recrutement, il va falloir qu'on trouve des personnes pour chaque poste ou pour chaque métier, mais qui va avoir 3 compétences sur les 10 qu'on attend. Ou 4 ou 5, mais jamais, en tout cas aujourd'hui, on n'a jamais trouvé une personne qui, hop, elle arrive, elle est en place, on roule. Ça pour l'instant, ça n'existe pas. Donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix et le petit mouton à 5 pattes ou à 6 pattes, il faut choisir déjà les 4 premières pattes qui nous correspondent. Donc est-ce que c'est pour un développeur, est-ce que c'est parce qu'il fait du back et puis on va aller chercher un peu de front et puis après paf, on l'amène sur d'autres compétences? Est-ce que l'artiste 3D, c'est parce qu'il fait de la 3D mais hyper quali, puis derrière faut aller chercher, etc., etc. Donc on essaye de faire ces choix-là. On a beaucoup de freelance aussi qui viennent taper à la porte, qui bossent avec nous sur un ou deux projets et en fait qui se plaisent, qui vont se tester pendant 1 an et derrière pouf, on transforme. Donc dans le recrutement sur ces profils, c'est assez facile parce que en fait les mecs sont quand même engagés, tu vois, ils sont pas là, on a passé un entretien et puis d'un coup hop, ça match pas. On a bossé ensemble sur 1, 2, 10 projets et à un moment donné, il a compris l'ADN, il a compris les valeurs, il a compris ce qu'on attendait et là on transforme. Et en fait, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est que il a été à son compte, il sait ce que c'est que d'être à son compte, il sait ce que c'est que de prendre le risque, l'engagement client, la responsabilité. Et là, c'est magique. Et puis, t'as des gens tout de suite qui sont, voilà, tu leur offres un cadre, tu leur offres une sécurité, mais on veut la même énergie, le même talent, la même niaque. Et derrière, c'est explosif. Et après, on a essayé donc aussi de recruter par des process et des canaux un peu plus communs. Chercher chez Pôle emploi, chercher dans les annonces, poster sur LinkedIn. Et ouais, effectivement, il y a des profils qui sont bien, mais il y a des profils qui sont catastrophiques. Et les périodes d'essai de 3 mois, 2 fois 3 mois, ça ne veut absolument rien dire. Autant tu le vois tout de suite, il y en a au bout d'un mois, bon, tu sais que c'est plié, il correspondra pas. Mais il y en a, t'attends 3 mois, tu passes la deuxième période, tu continues, il y a un truc qui va pas, tu sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui ne le fait pas. Et en fait, il est dans cette période où il faut tout donner, tu vois. Et là, donc il y en a qui vont jouer le jeu et qui vont feinter jusqu'au bout, et t'en as qui vont être là à moitié, mais en fait, tu sais très bien que si t'es pas à 100% maintenant, tu dois être à 200% dans ta période d'essai. En fait, tu vas finir à 20%. Donc dans le recrutement, c'est dans nos métiers, c'est quand même très compliqué parce que il faut des gens qui passionnés. Tu vois, passionnés, là on a 2 gars, là on vient de rentrer 2 gars, mais tu peux pas être plus passionné. Enfin, ne serait-ce que dans l'assiduité, ne serait-ce que dans les questions posées, dans la pertinence, tu vois, c'est le jour et la nuit.
C'est toi qui t'occupes du recrutement? Vous êtes plusieurs? En partie. Je fais quand même 80% des. Alors, en fait, on a toujours une règle aussi avec les associés, c'est que même si le profil il vient de l'extérieur, s'il est amené par un associé, peu importe, on se donne un avis commun Mm. et ensemble, et aussi une fois qu'il a vu les 5 associés, on prend la décision. C'est D'accord. c'est tous ou rien. S'il y en a un seul qui dit non, on prend pas. Ouais, très bien. Parce qu'il est obligé d'être en interaction avec chacun des associés. Chaque associé gère un pôle. Tu vas avoir Benoît qui est sur la partie technique hardware, qui est vraiment le CTO. Tu vas avoir Cédric qui est directeur de création, qui gère toute la partie studio, contenu, etc. Tu as Romain qui gère toute la partie organisationnelle et opérationnelle, donc logistique, installation, les équipes tech. Et tu as Bastien qui gère toute la partie dev. Ok. Et moi qui gère rien. Non, moi je m'occupe vraiment de la partie commerciale et je chapeaute. Après j'ai la casquette aussi de président, donc je chapeaute la structure. Et voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être toujours à 5, d'être en cohésion sur les décisions, en cohésion sur les valeurs, les principes, les choix. Voilà. Et ça, jusqu'à présent, ça marche. Top. Tu parlais de bureau à Paris? Ouais. Je crois qu'il y en a un qui est assez connu. Alors qui est à Station F. Ouais. Ouais. Donc, Il y en a un qui est moins connu, qui est au parc des expositions. Ceux qui connaissent l'événementiel, c'est au cœur du parc des expositions. On a un petit bureau à la French Event Booster. Donc, c'est un écosystème, un accélérateur pour l'événementiel, l'écosystème de l'événementiel. Donc, c'est hyper pratique parce que tu es dans le parc des expos. Et on a un deuxième bureau qui est à Station F. Là, pour le coup, on a été incubé à LVMH. Donc, chez LVMH, ils ont un département qui s'appelle la Maison des Startups. Et donc, on a été sélectionné, on a remporté un concours, on a été incubé chez eux. Et du coup, on a l'opportunité et la chance d'être aussi à Station F. le VMH avec qui vous avez fait une OP avec Antoine Dupont. Non, avec SNCF, c'était Antoine Dupont, c'était SNCF. Ah, Mais effectivement, il est devenu ambassadeur égérie de Louis Vuitton. ok. C'est pour ça que ça me. Et non, Louis Vuitton, on a fait Pharrell Williams. Et là, ça a été incroyable. carton, ça a été incroyable. Le jour où déjà on nous a dit, on a un projet, c'était en off, on nous envoie les NDA avant même de parler de quoi que ce soit. Mm. Tu vas marquer Louis Vuitton. NDA, tu peux expliquer NDA, c'est les notes de confidentialité, c'est des documents qui t'obligent à être sous secret entre guillemets. Enfin, tu peux pas parler de certaines choses, tu peux pas évoquer que tu travailles avec tel ou tel client. T'as des NDA qui sont plus ou moins stricts. Ouais. On a des NDA où je pourrais jamais parler, jamais évoquer quoi que ce soit sur les typologies de certains clients. Ce qui est horrible parce que tu veux en parler, tu as des projets de dingue mais tu peux pas. Et puis après, c'est aussi des fois dans le process. Par exemple, Pharrell Williams, c'était pendant la construction de l'événement que tu ne peux pas en parler. Ni photo, ni vidéo, ni rien du tout. Alors, tu vois, quand t'es à côté de Pharrell, il est là avec les équipes, il chapeaute, la frustration de dire, mais moi, je suis avec Pharrell, là, regardez, là, non, mais c'est. Sachant que pour expliquer un petit peu, vous avez en gros dupliqué en hologramme. Enfin, c'est pas Pharrell. Ouais. T'appelles ça un hologramme? Ouais. Ouais, on a recréé un hologramme. Un Pharrell grandeur nature. Ouais. Dans une box. En fait, on est les créateurs des fameuses box holographiques. C'est des grandes cabines, comme un grand frigo, avec un écran qui est transparent. Et en fait, on a l'impression d'avoir la personne qui est dedans. Sauf que la personne, elle peut être à Paris et elle atterrit en live à New York, à Miami, à Singapour, peu importe. Donc, avec tout un tas de technologies, de logiciels, de captation, de procédés, etc. Et donc, Pharrell Williams, ça a été une des premières expériences où on a créé des catalogues interactifs. Donc, en fait, on a mis ces boîtes dans une vingtaine de magasins à travers le monde. Donc, on a fait la Corée, on a fait la Chine, le Japon, on a fait les Émirats, les US, l'Europe. On a mis des box partout dans tous les plus gros flagships Louis Vuitton. Et en fait, Pharrell Williams, qui est devenu le directeur artistique de Louis Vuitton il y a
2 ans, je crois, comme ça, ou 3 ans. Ok, Donc, en fait, qui est vraiment, ses projets, ses pièces, c'est lui qui les pense, qui les crée, etc. Et donc, il fait le lancement officiel de cette nouvelle collection. Et donc, dans les magasins, bah, t'arrives, tu vois Pharrell Williams qui présente sa collection avec des mannequins à taille humaine. incroyable. Voilà. Et donc ça, bah, tu le fais en remote, en distanciel dans tous les pays. Donc, tu peux générer du live. Tu peux être maintenant tout de suite dans une box. On a créé des agents virtuels aujourd'hui qui te permettent de faire ça en live. Ou alors, tu fais du préenregistré. Donc, tu montes le catalogue en amont et ensuite, tu le diffuses le jour J. Incroyable. Pour finir, parce que ça fait combien de temps là, Gérard? Ouais. 1h40 et là j'ai un rendez-vous qui s'approche assez rapidement. Termine rapidement juste sur, du coup, tu disais qu'il y a une deuxième levée de fonds qui va être faite. Du coup, vous avez intégré un nouvel associé. Ouais. T'as cash out un peu. Alors non, on n'a Non. pas cash out. Et alors le nouvel associé, Sébastien, Ouais. qu'on a rentré l'année dernière. En fait, pourquoi? Je t'explique pourquoi je te Ouais. pose cette question. Parce que du coup, tu as rentré de l'argent depuis tout ce temps, et en fait, c'est juste nous expliquer un petit peu sur quoi tu investis, et notamment la dernière actu Ouais. liée à Bourbon. Ah, ouais. Ok. Donc juste parler de ce que et l'immobilier aussi, hein, si tu veux, mais de comment tu utilises un peu l'oseille que tu Ouais. as généré pour le réinvestir. Et Alors, si tu peux le faire de façon ouais, assez en condensée, 2 minutes. Du coup, c'était quoi la question? Donc du coup, on va aborder, on va amorcer, ou en tout cas, on va essayer d'amorcer une deuxième levée de fonds. Pourquoi? Parce que on a un nouveau projet qui est un projet d'industrialisation. Donc aujourd'hui, on va avoir un mode agence, des choses uniques sur mesure, waouh, qu'on développe sur mesure, et un globe, une partie industrielle où là, ça va être des technologies standardisées. D'accord? Donc tout ce qu'on va créer dans l'agence, on va le mettre en version standardisée sur étagère. Et donc ça, pour mettre en place ce projet-là, c'est une autre mécanique, une autre logistique qui demande énormément d'investissement. Tu as besoin d'investir un outil digital, t'as besoin d'investir des lieux, des mécaniques d'import-export, etc. Donc il y a quand même un gros projet derrière. Donc ça justifie une deuxième rentrée de cash pour pouvoir lancer ce projet-là sans affaiblir l'agence. On va pas utiliser les ressources de l'agence pour pouvoir lancer le projet. Donc ça, bah voilà, c'est l'avenir de Phosphore, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'on a officialisé aussi nos bureaux en Chine, parce qu'on travaille étroitement avec la Chine sur ce projet-là. Et voilà, et de fil en aiguille, bah moi j'ai d'autres projets aussi en parallèle, hein, j'ai d'autres activités, j'ai investi et je veux aussi là j'ai d'autres projets de monter d'autres boîtes aussi ou de racheter des boîtes et j'ai un projet d'investissement notamment par le Blast Club. On parlait d'Anthony Bourbon qui a lancé ce fameux club qui a été assez incroyable pour moi. Bah, en fait, ça fait des années que je le regarde, que je veux le rejoindre et là j'ai pu sur le dernier batch l'intégrer. Et en fait, donc là, tu investis dans des startups. Ouais, en fait, à travers le club, c'est un écosystème c'est un fonds, en fait, une sorte de fonds dans lequel tu mets de l'argent et en fait, tu vas investir dans des startups comme Phosphore ou comme n'importe quelle autre société. Ils sont proposés par le Blast Club, donc Ouais. et dans lesquels, si je dis pas de bêtises, Anthony Bourbon investit à chaque fois. Exactement. En fait, c'est surtout sondé, chiné et en fait, c'est par Anthony Bourbon. En fait, on a l'exclusivité sur ces levées de fonds. Il s'occupe de toute la due diligence et derrière, quand ils vous balancent un projet, c'est qu'eux, ils mettent des lignes. Voilà, tu as une plateforme, tu reçois le deck, la présentation, le business model et tout ce qu'on a fait nous sur Phosphore, toute notre partie qui partait dans des fonds. Bah là, c'est un peu le même principe et cette fois-ci, il y a accès à ces informations-là pour pouvoir investir. Yes. Et un exemple, c'est que tu peux là depuis cette année investir dans le YC, c'est le Y Combinator, c'est un fonds américain. Des exemples de start-up, de boîtes qui sont sorties comme Airbnb. Aujourd'hui, tu as des unicornes et des décacornes qui sortent de ce YC. C'est quoi unicorne, décacorne? Unicorne, c'est une licorne. Ouais. C'est des licornes, c'est des milliards. Voilà, valorisées à peu près 1 milliard. Ouais. Et décacornes, elles sont valorisées à 10 milliards. Okay. Genre OpenAI. Okay. Donc ouais, ça devient explosif quand tu commences à pouvoir investir dans ces écosystèmes-là. Et on parlait d'immobilier. Alors moi, à l'époque, on en a parlé énormément. J'ai pas investi comme toi dans l'immobilier. J'ai vraiment pas fait ce virage-là. J'ai investi dans l'immobilier perso, on va dire.
mais j'en fais pas un rendement sur lequel je mise, tu vois, comme vous faites avec. Par contre, j'ai fait vraiment le choix d'investir dans Du de patrimoine. l'économie réelle, dans de l'entreprise. Ah oui, oui. Voilà, alors il y a de la bourse, etc. Mais l'entreprise, pour moi, c'est tellement, ça peut être tellement explosif. Quand vraiment tu cibles des bonnes entreprises, sur des bons hommes, des bonnes équipes, l'humain peut transformer des modèles. Et en fait, tes mises de départ en 5-10 ans, elles peuvent exploser, quoi. Yes. Donc voilà. Donc un peu majoritairement dans des entreprises, éventuellement en rachat, et puis un peu d'IMO. T'as quand même acheté une belle ferme à rénover, À rénover, avec un gros projet qui va être plutôt sympa. Ouais, qui devrait sortir de terre là cette année. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Top. Bravo en tout cas pour ce parcours, c'est assez impressionnant. Bah, merci. Merci. Ouais, merci pour le partage. Merci pour Avec tous plaisir. ceux on va clôturer, pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Si jamais il y a des clients qui veulent, si jamais il y a des clients qui veulent te contacter. LinkedIn. LinkedIn Ouais, principalement. LinkedIn, Alex. beaucoup. Alexandre. Alexandre Rakoto, R-A-K-O-T-O, ou Phosphore, F-O-S-F-O-R, donc l'agence. Et nous, on est à Dardy, on est juste au nord de Lyon, donc pareil, hein, on a un showroom, on a une équipe, le bureau est grand ouvert, donc tous ceux qui veulent venir peuvent passer, vivre l'expérience et voir un petit peu ce qu'on fait. Eh ben, parfait. Top. Bah, écoute, merci beaucoup, Alex. Bah, merci à tous. Et, Merci Manu, merci Jérém. et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.